J'enchaîne les conférences, effectivement, comme tu me dis, plus de 500 conférences en 18 mois. Et à un moment donné, il me dit, c'est quoi ta révolte? Et quand j'ai compris que ce message-là, c'était le message que je devais porter, ça a été le point central. Et je crois que j'ai compris ce jour-là qu'effectivement, ce qui est important, c'est arrêter de se centrer sur toi. Ta tenue, ta manière de présenter, ta manière de parler, toi, ne servent qu'une chose. Ce ne sont que des supports et des vecteurs du message que tu veux porter, que tu veux transmettre. C'est ce temps humain que tu viens capter. Qu'est-ce que tu en fais pour que ça soit utile? Je trouve ça génial. Cyril, bonjour. Bonjour. Je suis super content. Mais vraiment super content de t'interviewer dans ce podcast. Tu l'as dit, du silence à l'éloquence, dont l'objectif est de démystifier les clés d'une prise de parole en public réussie. Tu es pour moi, et je le dis en le pensant à 100%, un orateur de grand talent que je trouve à la fois inspirant, plein d'énergie, et tu as cette capacité à faire passer à l'action les personnes qui t'écoutent. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, je t'invite à te présenter, à nous dire qui tu es, et puis j'ai plein de questions à te poser, et tu vas voir, ça va être génial. Eh bien, écoute, déjà, je te remercie pour cette introduction. Sache que le plaisir est pleinement partagé aussi d'être présent, parce que je crois que l'inspiration, en tout cas, elle est réciproque. Donc, je suis très heureux également, en tout cas, d'être là. Je m'appelle effectivement donc Cyril de Souza Cardozo. Je suis fondateur d'un groupe qui s'appelle Polaria, qui aujourd'hui est dédié aux technologies de l'intelligence artificielle. On accompagne tout type d'organisation, d'entreprise, mais aussi des territoires, à penser leur stratégie IA et à la mettre en œuvre. On va de la conférence, on en parlera, à la formation, jusqu'au développement technologique pour aider décideurs, leaders, managers, entreprises, organisations à naviguer dans cette nouvelle ère technologique qui a notamment pris une nouvelle ampleur avec les IA génératifs. Trop bien. Merci pour cette présentation. Et tu l'as dit, tu fais à la fois des conférences, tu fais aussi bien des choses en lien avec l'IA, mais pas que. Moi, je voudrais démarrer par une question qui, de prime abord, n'est peut-être pas la question à laquelle on pense tout de suite. Tu as une énergie qui est débordante, et cette énergie, tu la mets au service de tes prises de parole. Est-ce que cette énergie qui est la tienne, c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Et si c'est le cas, si tu l'as travaillé, comment tu as fait pour la développer, pour la déployer quand tu t'exprimes? Alors, je pense que j'ai effectivement cette énergie qui, sur la base de mon optimisme, quelque chose qui est assez naturel. En tout cas, j'ai le sentiment que j'étais déjà comme ça jeune. Ce que j'ai appris à faire, c'est de la canaliser. Effectivement, faire en sorte de venir la mettre au service, notamment de messages que je souhaite porter dans mes conférences. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris en tout cas à maîtriser, à apprivoiser, et surtout à essayer d'entretenir, même si on est dans une période où je suis très sollicité et où les niveaux d'énergie peuvent varier. Mais oui, c'est quelque chose qui est plutôt naturellement, en tout cas chez moi, et que j'essaye en tout cas de canaliser, d'utiliser utilement. Trop bien. Ouais, trop bien. Donc, c'est quelque chose qui est un peu inné et en même temps que tu arrives à canaliser. Je trouve que c'est vraiment un mot-clé, canaliser. Est-ce que tu parlais de ces conférences? Tu as une méthode pour préparer tes interventions? Est-ce que tu as besoin de tout écrire? Est-ce que tu as cette capacité à prendre de la distance? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, tu as fait plus de 500 conférences en 18 mois. Enfin, c'est juste énorme. Comment tu fais pour préparer tes interventions aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a toujours besoin de préparer une conférence. Ma méthode, quand j'ai commencé en tant que conférencier ou quand j'avais des conférences à faire, c'était ce réflexe de venir écrire entièrement ma conférence, de venir écrire. Je crois que j'ai un goût de l'écriture aussi qui est fort. Je suis auteur d'ouvrages en parallèle. Et j'ai découvert que ça a structuré beaucoup ma pensée. En même temps qu'écrire, en même temps que poser mon intervention, on l'intègre. Maintenant, ces derniers temps, j'enchaîne les conférences, effectivement, comme tu me dis, plus de 500 conférences en 18 mois, ce qui fait quand même un certain rythme. Et bien entendu, je ne prépare plus ces conférences comme je le faisais avant. Mais cependant, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt intégré en moi. C'est-à-dire qu'en même temps que quand j'écris, quand je réfléchis, je suis toujours en train d'absorber de nouveaux éléments. Et presque, des fois, je me surprends moi-même, alors que je suis en train de faire des choses, à être déjà dans, par exemple, ce nouvel élément que je suis en train d'exposer dans un article, à être quasiment en train de l'intégrer comme si j'allais me préparer à le présenter bientôt en conférence. Et de manière plus générale, dès que j'ai une conférence qui est un peu nouvelle, qui sort de mes standards ou mes habitudes, je vais avoir des temps off où, par exemple, je sais pas, je prends ma douche, etc. Et naturellement, j'ai le fil de la conférence qui va tourner, que je vais avoir en tête. Et c'est comme s'il y avait une sorte de répétition inconsciente des conférences que je fais qui se présentent. Et donc, et ça me permet, comme je maîtrise maintenant le gros de mes sujets, que je les réalise tellement souvent qu'il n'y a plus besoin d'entraînement, parce que la réalisation, c'est l'entraînement. J'arrive à un moment où, effectivement, j'arrive à produire du sur-mesure
parce qu'il y a cette sorte de travail un peu inconscient qui pense à la conférence qui arrive avec envie, avec excitation, et qui vient imaginer ce qui va se passer. Et je le fais presque de manière inconsciente désormais. Ouais, c'est intéressant d'avoir ces moments dans lesquels tu décantes un peu les choses, que ce soit en prenant la douche, en faisant autre chose, peut-être avec la famille, etc. Ouais. Tu as dit quelque chose, je crois, crucial. Tu as parlé d'entraînement. Bon, il y a une question, j'ai presque pas envie de te la poser, mais quand même, je vais la poser. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que ça prend la prise de parole? Est-ce qu'on peut développer son art oratoire ou est-ce qu'on a un maximum à partir duquel on ne pourra pas aller plus loin? Non, moi je pense que clairement on peut développer son art oratoire, on Ouais, progresse tout le temps. ouais. Moi-même, régulièrement dans mon parcours, j'ai fait en sorte d'être coaché, d'être accompagné, d'être challengé. Encore très récemment, alors que j'avais donné énormément de conférences. Après, il y a des Je- coachs qui t'accompagnent du coup sur la... Exactement, Ah ouais, exactement. Et là, ok. j'ai eu, typiquement, j'ai préparé un TEDx, voilà, mon deuxième TEDx. Et lors de cette préparation, je suis reparti à zéro avec beaucoup d'humilité, en repartant de zéro, en ayant des coachs qui sont venus me coacher. Et en fait, on progresse tout le temps parce que, ben oui, moi j'ai tendance à parler trop vite. Il y a des choses que je peux encore mieux ancrer, mieux faire passer mes messages. On progresse tout le temps dans ces éléments-là. Par contre, c'est vrai que on aura tous, en tout cas, plus de chances de progresser là-dedans si on s'appuie sur le plaisir. Ça, c'est Hmm. une dimension. Celles et ceux qui sont bloqués, celles et ceux qui ne tirent même pas, malgré le stress, du plaisir de la prise de parole, je pense que pour eux, ça va être plus compliqué, plus dur, mais comme j'ai envie de dire, dans n'importe quel domaine. Par contre, on peut être pas forcément un très bon orateur, partir même de très bas, mais si on a cette envie, si on a ce goût-là, moi je suis persuadé que tout le monde peut devenir un très bon orateur, et surtout un orateur qui assume ce qu'il est, avec C'est ses trop bien. défauts et ses qualités. C'est trop bien. C'est trop bien parce que là, ce que tu as dit, ça me donne envie de te poser plein de questions. Tu as dit, voilà, on peut partir de haut, de bas, etc. Moi, je voudrais savoir d'où tu pars, toi. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver plein de tes conférences en ligne. Malheureusement, pas qu'en ligne, parce que tu en fais aussi beaucoup qui ne sont pas filmés, mais tu pars d'où? Est-ce que de base, tu es un bon orateur? Est-ce que tu es quelqu'un qui était timide, extraverti, introverti? Comment tu définis ton rapport basal à la prise de parole? Alors sur ça, c'est marrant. Quand je repense à mon enfance, à primaire, collège, je pense que j'ai une sorte de mix entre je suis à la fois un timide et un extraverti. Ah ouais? Ouais, je pense que je suis un mix des deux. Ok. Et peut-être pour exister, parce que plus petit aussi que les autres, en taille, etc., j'avais quand même besoin d'exister. Donc cette dimension, je crois, de la prise de parole, de vouloir parler, en tout cas en public, elle est quand même, ouais, elle vient de loin. J'ai toujours eu cet élément-là. Et je crois qu'après, quand j'ai commencé voilà, ma carrière professionnelle, on a commencé à me dire que voilà, j'étais plutôt bon dans la prise de parole. Ça a travaillé, je pense, une grande partie de ma confiance en moi, qui allait poser les bases pour aller me conduire vers ma première conférence. Et je crois qu'il y a cette dimension de confiance en soi qui est essentielle. Et ça, on le néglige trop. On néglige trop cette dimension qui est que bah oui, si tu dis à quelqu'un qu'il est bon pour faire de la prise de parole en public, et ben il va finir par le croire. Et quand il prendra la parole, en plus, il sera meilleur, il sera bon. Donc ça, C'est fou parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'y croient pas. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que tu étais super à l'aise de base, qui pensent qu'ils sont pas faits pour ça, que de toute façon j'ai pas confiance parce que je suis pas à la hauteur, parce que je dis n'importe quoi, parce que le regard des autres, parce que je suis critiqué, tout ça. Et ce que tu dis quand tu dis que tu as été timide, bah, je crois que c'est super inspirant. Euh, Comment tu sais que tu as été timide? Est-ce qu'il y a des choses où tu n'étais pas à l'aise? Par exemple, je sais pas, souvent il y a ce cliché de j'allais demander une baguette de pain, etc. Parce que timide, extraverti, moi je trouve ça très différent. Qu'est-ce qui te fait dire qu'à l'époque, ouais, moi j'étais timide, j'étais pas forcément le mec qui était uniquement extraverti, quoi? bah, parce que je sentais bien qu'il y avait des moments où je me freinais, où j'aurais voulu aller prendre la parole, où je le faisais pas parce qu'il y avait des choses qui me tiraient, mais je crois qu'on passe tous par ces moments-là. Et en réalité, je pense qu'on a tous une même base hein, sur ces Ouais, choses-là. Parce que prendre la parole en public, voilà, c'est quelque chose qui a un enjeu pour plein de personnes. Et c'est normal. Et je crois que on passe tous en réalité par là. Et à un moment donné, bah ouais, il y avait d'autres moments où j'avais envie, j'avais besoin de cette prise de parole en public, ou cette capacité à parler devant les autres, à exister dans la bande, au quartier. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. Donc, il fallait être capable de prendre la parole. Et cependant, encore une fois, je crois que je me suis cependant jamais trop forcé, au sens où j'ai toujours eu du plaisir. ouais. Donc, à un moment donné, l'excitation, c'est-à-dire le stress, et passer ce stress et en récolter les fruits, bah, ça permet de construire la suite, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là. Et après, on apprend plein de choses et tu sais,
Voilà, tu es un des probablement des meilleurs intervenants sur ces thématiques liées à la prise de parole en public en France. Et on accompagne plein de gens, tu accompagnes plein de gens sur, en tout cas, la posture qu'ils doivent adapter, les fondamentaux d'une prise de parole. Et après, on découvre qu'au-delà de tout ça, eh bien, on arrive dans un temps où, ça y est, on devient soi-même. Où on prend l'intervention par soi-même. Moi, j'ai appris ça dans les arts martiaux, ce qu'on appelle le shuari, quoi. Oui, t'es ceinture Le, noire de karaté ouais, ou de de judo? karaté. Karaté, hein. De karaté. Et le shuari, c'est, tu sais, le shu, c'est tu répètes bêtement le geste qui t'est montré par en tout cas, ton sensei. En vrai, tu as le A. Là, c'est en tout cas, tu l'appropries, tu comprends pourquoi tu fais la chose. Et après, il y a le ri. C'est tu ajoutes ce que tu es. Tu le transformes pour rajouter ce que tu es. Et je crois que c'est ça un peu la prise de parole. Tu vois, et à un moment donné, il y a des fondamentaux qu'il faut que tu prennes. Après, tu vas commencer à comprendre pourquoi on t'a donné ces fondamentaux. Hmm. Et à un moment donné, tu mettras ce que toi tu es et ce que tu rajoutes. Et c'est là, je crois, un bon orateur. Et tu le sais, on admire plein de bons orateurs qui avaient pourtant plein de défauts. Et je trouve ça assez génial, quoi. Ouais, parce que leurs défauts finalement sont devenus ce qu'on appelle le style, Exactement. alors que de base on pourrait se dire que c'est un défaut. Bah là c'est super ce que tu racontes, parce que je pense que ça peut être super inspirant pour beaucoup de gens. Tu as parlé de la confiance, et c'est marrant, tu parles du karaté, de la prise de parole. Est-ce qu'au fond, et ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue par le passé, est-ce que la prise de parole, est-ce que le judo, c'était pas une façon, le karaté pardon, c'était pas une façon d'avoir quelque chose qu'on a tous besoin d'avoir en tant qu'être humain, qui est la reconnaissance. C'est-à-dire que tu parlais du plaisir. Souvent, c'est ce qu'on a envie de faire, tu sais, c'est passer de la peur au plaisir. Mais j'ai l'impression que l'ingrédient qui fait qu'on y arrive, c'est j'ai ce besoin d'être reconnu par mes parents, par la société, par ma... Est-ce que toi, cette soif de reconnaissance, aujourd'hui, t'estimes l'avoir assouvie? Alors, je crois qu'on l'a jamais assouvi totalement. Parce que, alors, déjà, la reconnaissance, c'est hyper important. Moi, j'ai écrit des ouvrages sur le management et j'ai Ouais. passé ça au cœur en tout cas, de mon analyse. La science nous le montre. Là, il y a plusieurs leviers pour la motivation. Il y a 3 leviers. Le sens que tu donnes à ce que tu fais, l'impact que tu produis, le résultat, et l'autonomie que tu as à le faire. D'accord? Ça, c'est les 3 Hmm. leviers de la motivation. Et derrière ça, il s'avère que le sens, notamment, se traduit par la première source de plaisir pour le cerveau devant la cocaïne, qui est la reconnaissance Ouais, tu m'avais sociale. dit ça, je trouvais ça fou, mais... La reconnaissance sociale, c'est naturellement une mécanique de notre espèce. Parce que celles et ceux qui n'étaient pas du tout intéressés par la reconnaissance sociale ont plutôt eu des modes de vie qui étaient égoïstes, qui les ont écartés du groupe, qui n'ont pas favorisé la survie du groupe ou qui ont disparu. Ont survécu toutes celles et ceux qui justement se nourrissaient de ce plaisir de justement exister avec les autres. Donc moi, la personne qui me dit qu'elle ne cherche pas de reconnaissance sociale, c'est faux. Biologiquement, c'est faux. On est construit pour ça. Et donc, je crois qu'une fois qu'on l'a compris, ça me permet de me dire, de la passer au bon endroit. Tu sais, parce qu'on est tous conférenciers. Il y a eu, surtout quand on est au début, quand on commence nos premières prises de parole, tu sais, tu es face à un auditoire et tu vas te concentrer, tu sais, sur cette personne qui semble ne pas écouter ce que tu dis, qui semble pas d'accord, qui Hmm. semble être négative vis-à-vis de ce que tu racontes. Alors que tu as 90-95% des gens qui, en réalité, eux, t'écoutent, ont un intérêt. Et tu vois, on est pris par là parce que d'un coup, on essaie de plaire à tout le monde. Ah Je crois ouais. que la reconnaissance sociale qui cherche à plaire à tout le monde, ça, c'est une erreur. Et l'idée, c'est que quand tu es conférencier, effectivement, tu as cette dimension de dire, OK, la majeure partie des gens que j'ai en face de moi, Ouais. est-ce qu'elle est en train de prendre quelque chose de ce que je suis en train de donner? Et la reconnaissance, ça devient du coup un mécanisme d'impact, de mesure de l'impact du résultat. C'est-à-dire que oui, si les gens sont intéressés, te reconnaissent, te disent, putain, c'est top ce que tu nous as partagé, bah, c'est que tu as eu une utilité pour eux. Donc je crois que c'est un juste retour que d'avoir cette reconnaissance Ah, c'est sociale. top, parce que ce que tu dis, je trouve que ça aide à se décentrer. C'est-à-dire que je suis pas là juste pour être aimé, je suis là pour être reconnu, mais la finalité, c'est pas d'être reconnu, c'est de participer au groupe. Donc si j'arrive à me concentrer sur l'apport que j'ai pour le groupe, terminer l'illégitimité, terminer le je suis pas à ma place, en fait, j'ai quelque chose à apporter, quoi. Exactement. Alors ça, le problème de légitimité, mais c'est marrant, hein, on l'a dans tellement de domaines, dans Ouais. tellement de champs, et c'est marrant parce que les gens courent après plein de choses. Mais moi, j'ai vu, moi, je suis dans l'univers de l'intelligence artificielle. C'est un exemple type. Il y a plein de gens qui travaillent dans cet univers-là aujourd'hui. Des gens qui vont être plutôt des pédagogues, des gens qui viennent plutôt de la data science, des ML engineers. Après, on va avoir des docteurs en IA. Et tout le monde se sent illégitime vis-à-vis des autres. Mais au point que même un docteur en IA, vis-à-vis de d'autres docteurs en IA sur d'autres domaines, se tend lui-même parfois illégitime. Et c'est intéressant parce que j'ai vu tout un domaine technologique se fonder sur plein de gens qui, à la fin, comme l'environnement est tellement vaste et foisonnant, que plus personne se sent légitime quasiment dans ce domaine-là. Et là, tu dois inverser la chose. Tu dis non, je suis toujours légitime par rapport au point d'où je pars. La question, c'est qu'est-ce que je raconte? Oui, si je dis des mensonges, je raconte des conneries, oui, ok. Mais
Si je pars d'où je suis, avec ce que je suis, avec mes failles, mais aussi avec ce que je sais, avec mes expériences, alors je suis jamais illégitime. Ouais, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que assumer, c'est peut-être le secret. Tu parlais de la taille, etc. Il y a des choses comme ça que tu as encore à devoir assumer quand tu dois parler en public. Je sais pas, moi, est-ce que c'est peut-être physique, non physique, j'en sais rien. Ou est-ce que ce sont des choses, pour le coup, voilà, tu passes à autre chose et c'est plus un focus aujourd'hui? Non, j'ai plus. Je suis en train de réfléchir à ça, tu vois. Je me dis, Ouais. tiens, qu'est-ce qu'il y a Bon, des fois, je parle vite. Ça, c'est Ok. un point, mais j'ai presque envie de te dire ce défaut-là dans le moment technologique. C'est plutôt bien Il vu. participe, Ouais. tu sais, un peu au foisonnement technologique. Quand je fais des démos live de d'IA, bah, forcément, les gens qui me voient parler vite, ça va vite, et parce que l'IA va vite. Et donc, du coup, ça participe à ça. Donc, ce point-là, peut-être que, enfin, voilà, il participe à mon enthousiasme, mais je suis plus trop marqué par ça. Pour le reste, non, ni physiquement, ni dans l'existence au sein des choses. J'ai plus, au contraire, de problématiques là-dessus. Maintenant, le sujet, c'est peut-être de me dire, bon, tiens, est-ce que je fais pas trop de conférences? Est-ce que je vais pas trop nourrir des fois, tu sais, mon besoin de reconnaissance, ou des fois, voilà, on a envie, parce que c'est une drogue, c'est une adrénaline, tu sais, d'aller faire la con, d'aller faire le spectacle. Et à un moment donné, tu dis, voilà, est-ce que cependant, je suis quand même au service de ma mission, ou est-ce que j'ai envie d'aller dans ce que je fais? Et donc, peut-être que voilà, la réflexion que j'aurais, elle est plutôt à l'inverse, c'est me dire, bon, est-ce que des fois, tu dois pas refuser d'aller sur scène? Ce que tu disais, ouais, je pense que pour des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas spécialement confiance et qui sont pas à l'aise pour parler en public, c'est très fort, tu vois, d'entendre que on peut arriver à ce niveau de j'ai tellement envie de le faire. Et c'est même pas je veux bien le faire ou pas le faire, c'est je veux le faire, je veux me retrouver sur scène parce que c'est une drogue pour moi et parce que ça a beaucoup de sens dans ma vie. Mais je pense que tu vois, même quelqu'un qui a peur, au fond, ça a beaucoup de sens pour lui dans sa vie, la prise de parole. J'ai le sentiment que la peur et le plaisir sont les deux faces d'une même pièce. Et quelqu'un qui a peur nous dit c'est très important pour moi. De la même façon que quelqu'un qui prend du plaisir nous dit c'est très important pour moi, quoi. Ah oui, moi, je pense que quand tout à l'heure, je parlais de plaisir, il y a la. Tu vois, moi, je faisais du karaté, on faisait des combats. Enfin, tu vois, il y avait des compétitions, et je me souviens toujours de ces grands niveaux de stress. Et je crois que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs ces niveaux de stress que j'avais quand Même quand il j'allais fallait parler au en karaté. public ou faire des Ouais, interventions. plus aussi Ah ouais. élevé après. Et après, c'est réduit avec le temps, avec l'expérience, avec le. Donc, moins, mais la notion justement de la peur, à un moment donné, tu es confronté à quelque chose et tu le dépasses. Tu sais, il y a une sorte de plaisir au-delà de ça. Ouais. Et je crois que le plaisir, il vient de là. C'est non pas la disparition de la peur ou du stress, c'est plutôt le fait de venir, en tout cas, le traverser, venir le transformer. Avec la limite qui est qu'effectivement, quand tu commences un peu à être trop habitué à ce que tu fais, à ce que tu dis, etc., tu perds, au fond, une partie de ce stress, une partie de ces peurs, et du coup, une partie aussi du plaisir. Et là, c'est le risque de devenir moins bon. Trop intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que, ouais, en fait, on pourrait se dire stress, contraire de plaisir. Non, en fait, s'il y a Ah plus bah de non. stress, il y a moins de plaisir. Donc, Exactement. quelqu'un qui cherche à être moins stressé, finalement, il va pas dans le bon sens. Ah, Il devrait exactement. plutôt chercher à avoir peut-être moins peur en se concentrant plus sur l'intérêt que peut avoir pour lui la prise de parole plutôt que c'est pas bien le stress, c'est pas bien. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que le stress, c'est vraiment une exigence. Hmm. On cherche. Parce qu'on a envie. Pourquoi on est stressé? C'est parce qu'on a envie d'être au niveau. Voilà, récemment, tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une intervention, en tout cas, qui m'a stimulé. C'était quand? Et c'était pour le TEDx, Ah oui. TEDx Rennes, Ouais. que j'ai donné, je crois, en octobre ou novembre dernier. La vidéo va bientôt être en ligne. Et bien, là c'était un nouvel exercice. En plus, tu connais ces exercices. Il y a la conférence professionnelle qu'on donne, où on vient s'adapter, mais où on n'est pas au mot près, où on vient participer, partager quelque chose, où on s'adapte Hmm. avec le public. Et ces conférences-là, où là, on est au mot près, à la virgule, à la respiration, quoi. Et c'était un exercice, ça fait longtemps que j'avais pas fait cet exercice-là, ça m'a stimulé. Et là, j'ai senti le retour vraiment d'un stress de putain, là, c'est un moment important, il faut que je sois bon. Comment tu gères ça? Parce que là, tu gères, on va dire, d'un point de vue psychologique, la façon de se parler, mais est-ce que tu as tes techniques, c'est pas tes petits rituels, tes petites choses, quand tu as senti le truc monter, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors le truc, c'est que moi, je le transforme vachement en envie d'y aller, quoi. Ouais, trop bien. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que si du coup je suis en mode stress, c'est parce que j'ai envie d'y aller et de venir le chercher. Et après, bien sûr, la qualité du sommeil, de l'alimentation, de venir respirer, de venir te recentrer, d'être sur tes fondamentaux, connaître ce que tu as à dire, répéter. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui vont te permettre d'exprimer, de pas tourner à vide, quoi. Le stress, c'est une mauvaise chose, c'est quand tu peux pas l'exprimer. C'est ça la problématique du stress. Tu vois, le stress, c'est positif parce que c'est créé dans nos environnements. Parce que quand tu étais poursuivi par un lion, il fallait que ton corps il aille vite, tu vois. Et le mécanisme de stress, qu'est-ce qu'il fait? Il te coupe le cerveau et il envoie l'énergie dans ton corps. Mais donc, quand tu courais, t'exprimais ce stress-là et c'était plutôt positif pour toi, pour ta santé. Mais le problème de notre époque, c'est ça. C'est ces trucs de stress où on tourne en rond, quoi. Donc, faut pas le fuir, le stress. Il faut le regarder, il faut dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Et quand il n'y a rien de mieux que de maîtriser la chose, quoi. C'est-à-dire, je prends en main
le sujet qui me stresse. Ok, je suis pas à l'aise avec mon talk, bah répète-le, refais-le, tu vois, prends-le en main et dès que tu l'affrontes, dès que tu affrontes ton stress, que tu es proactif vis-à-vis de lui, c'est la clé. Je crois que la pire chose, c'est le stress couplé à la procrastination, quoi. Les deux en même temps te font tourner. Tu sais que tu le mets devant une série Netflix pour essayer d'oublier un truc c'est qui de l'anxiété, tu fais l'autruche, et au final, Exactement. le jour J, c'est de l'angoisse parce que tu n'es pas préparé. Tout à fait. Et toi, tu as dit exprimer l'émotion, exprimer le stress. Tu sais, il y a quelque chose qui est super important pour moi, mais je pense que ça marche vraiment bien, c'est de réussir à dire de façon non impudique l'émotion qui est la sienne. C'est-à-dire que souvent, moi, ce que je vais recommander aux personnes, c'est vous êtes stressé, cherchez pas à le cacher, cherchez à le gérer. Donc, trouvez une façon de le dire. Écoutez, je suis super content d'être là. Je vous avoue qu'il y a un peu d'émotion aujourd'hui, mais quel plaisir d'être face à vous. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça, sachant que tu parles à des chefs d'entreprise, à des gens politiquement haut placés? Est-ce que tu as le droit, même dans ces sphères-là, d'exprimer la vulnérabilité ou attention, il faut être parfait et dans ce cas-là, il vaut mieux pas trop parler de ces sujets-là? Non, moi je pense qu'on est sorti de cette époque, tu sais, Ouais. où tu vois l'infaillibilité, les choses. Enfin, ça fait longtemps maintenant qu'on n'y croit plus, quoi. Et d'ailleurs, il faut qu'on arrête de croire à ces dimensions-là du super-homme, de la super-femme. Non, en vrai, on arrive avec toutes nos failles. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux, effectivement, que de venir tout simplement dire avec humilité aussi ce qu'on ressent, ce qu'on est. Ça connecte aussi au public. Les gens savent, du coup. Bah ouais, si tu arrives en conf, tu dis tiens, je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai enchaîné pas mal de conférences. Tu arrives à le Mais, dire, ça? Enfin, ouais. t'es fluide, ouais, c'est trop bien. Ouais, et tu Super. le dis et tu es à l'aise avec cette dimension-là où les gens te posent une question sur un sujet sur lequel toi-même tu doutes et tu partages. Tu dis bah écoutez, j'aurais aimé avoir une réponse pour cette question-là. Je pense que la question elle est bonne, mais j'ai pas la réponse. Et les gens quand tu leur dis ça, du coup ils t'écoutent encore plus parce que tu crées le lien de confiance. Donc je crois que c'est fini là tu vois l'époque, je dirais là, que je la qualifierais d'hyper masculine, tu vois, où il fallait à la testostérone être parfait, ne jamais assumer ses failles. Je crois qu'au contraire, assumer ses failles, ses vulnérabilités, ça t'empêche pas cependant d'être quelqu'un de fort et de puissant. Ouais, il y a une phrase qui me marque, c'est de dire que la vraie force se moque de paraître faible. Quelqu'un qui est vraiment solide, ça peut trembler, il en a rien à faire de voir que ça tremble. C'est-à-dire que le mec qui est pas solide, il a peur de voir, de montrer. Tu vois, alors quelqu'un qui est solide, qu'est-ce qui se passe maintenant? Enfin, il y a un côté finalement très confiant. Je voudrais revenir sur ce que tu évoquais, le fait d'être à l'aise, les bouquins. Parlons des livres que tu as écrits. Tu en as écrit une dizaine. Quelle place joue l'écriture dans tes prises de parole? Est-ce que pour toi, c'est important d'écrire pour être éloquent, convaincant, ou est-ce que ce sont vraiment deux disciplines différentes? L'écriture d'un côté, l'oralité de l'autre. Moi, je pense que c'est la même discipline pour Ok. une simple raison, c'est que le réceptacle de tout ça, ou le support, c'est ton corps biologique. En fait, en réalité, on est un corps biologique. Et une grande partie de ton corps, il va des idées, de ce que tu portes, de ta parole, est construite et portée par ton corps et les neurones de ton cerveau. Alors, il ne faut pas le penser d'ailleurs qu'au cerveau, ça va aussi dans le corps. C'est hyper important, cette dimension. Et moi, en tout cas chez moi, je vois bien, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne moi, c'est que l'écriture, le fait de torturer des idées, me rend capable de venir ensuite, en direct, refaire des connexions très vite quand je suis en train de faire une prise de parole, quoi. Et c'est parce que j'ai écrit avant sur les sujets qui sont les miens que je suis capable ensuite, en direct, de donner ce sentiment d'improvisation tout le temps et en permanence, alors qu'en réalité, eh ben, il y a eu ce travail-là de connexion. Et c'est naturel, c'est que d'un coup, je suis en train de parler d'un sujet, et parce que ce concept-là, je l'ai travaillé sur un truc, je sais que je le relie à tel autre, et je suis capable d'amener ma conclusion sur tel point, et je n'avais pas préparé, mais mon corps sait où il doit aller, mon cerveau, mon corps, c'est vraiment ces dimensions-là, et parce qu'il y a eu ce travail d'écriture. Moi, je pense que l'écriture, c'est beaucoup plus important que la lecture. Ça Même si on a besoin construit de un- lecture pour écrire, j'imagine. Ouais. Oui, tu dois te nourrir. Hmm. Mais ce qui est important, c'est l'écriture. Vraiment, il faut que les gens comprennent que toi, c'est nos outils neuronaux, quoi. Nos outils neuronaux, c'est nos sens, d'accord? Comment on perçoit le monde. Voilà, le ressenti, l'odeur, la vue. Tout ce qui va relever des gestes, du mouvement, la manière dont je me déplace sur scène, je vais me mouvoir. Et ensuite, il y a la parole, la manière dont je vais parler. Et enfin, l'écriture. D'accord? Ça, c'est les 4 outils neuronaux. Et il faut travailler ces 4 outils neuronaux pour être bon dans n'importe quel domaine, et notamment la prise de parole. C'est super intéressant. Hein. C'est 4 façons de s'exprimer qui, au final, j'imagine, ne sont pas si divergentes les unes des autres. Hein. Quelqu'un qui parle bien, certainement écrit bien, une capacité à se mouvoir dans l'espace qui est aussi perspicace. Mais exactement, ce qui se conçoit clairement, tu vois, s'énonce clairement, et il va s'écrire clairement. Et à un moment donné, c'est parce que aussi je passe par l'écrit,
que d'un coup je vois des choses. Et c'est parce que parfois je parle avec d'autres que tu as des connexions. C'est intéressant. Parce que quand on est en train de se parler là, Hmm. ton cerveau, il n'a pas, des fois, il n'a pas choisi en amont ce qu'on est en train de se dire. Tu sais, il y a ce phénomène dans la parole qui est qu'à un moment donné, on est en train de parler, de dire une phrase, et je ne sais pas exactement où je vais, mais c'est comme si mon corps avait décidé avant moi d'y aller. Donc c'est recomprendre à quel point on est des êtres biologiques. C'est hyper important au moment où on n'arrête pas de nous parler d'intelligence artificielle, moi le premier. C'est de Hmm. comprendre que notre valeur ajoutée, qui est celle de l'humain, du corps biologique, eh bien, c'est l'espace de la valeur ajoutée humaine, et on doit le réinvestir et revaloriser encore plus l'essence, le corps, la parole, l'écriture, enfin voilà, ces dimensions-là. C'est fou parce que tu sais, quelqu'un qui a la croyance que tu développes ne peut qu'avoir confiance en ses capacités orales, intellectuelles, cérébrales, parce que on a des millions de neurones qui font des milliards de liens. C'est impossible d'être pris d'un blanc, de pas avoir d'idée. Mais si je suis persuadé que je vais pas y arriver, quelque part, je peux bloquer le processus mental de réflexion, d'expression, et me retrouver à créer ce que j'anticipais parce que je me suis trop concentré dessus, et donc malheureusement être bloqué. Si tu veux parler en public avec confiance, j'ai écrit un livre sur la prise de parole en public et je te donne gratuitement le premier chapitre et tu peux le télécharger. Il va t'aider à décoller dans tes prises de parole. C'est une garantie. Je t'avoue que je ne vais pas le laisser indéfiniment, donc je t'invite à le télécharger maintenant, que ce soit dans le lien qui est dans la bio ou dans la vidéo. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. J'avais une question que je voulais te dire tout à l'heure et qui me revient maintenant, c'était, tu sais, tu dis, voilà, il faut créer à l'écrit, il faut réfléchir, lire, bien sûr, écrire. Et tu disais, voilà, aujourd'hui, l'ère de l'infaillibilité est terminée, il n'y a plus besoin de montrer qu'on est parfait parce que personne ne l'est, donc c'est un secret de Polichinelle. Moi, j'aimerais parler au Cyril d'il y a maintenant peut-être 20 ans, 25 ans, j'en sais rien, mais qui fait sa première conférence. J'imagine que lui, l'infaillibilité, c'est peut-être quelque chose d'obligatoire à respecter. Peut-être que la vision que tu as de la prise de parole n'est pas la même. Et si je te pose cette question, que je ne t'ai pas encore posée, mais c'est pour aider à connecter avec les gens qui sont pas à l'aise avec la prise de parole, qui n'ont pas fait autant de prise de parole, c'est quoi le secret pour bien gérer la première fois, la première conférence, la première prise de parole? La première, en tout cas, celle qui, moi, a eu un moment de bascule, c'est mon premier TEDx. Ouais. C'est ça qui me fait basculer Tu avais dans 28 ans, je crois. 27, ouais, 27, ouais. 27 ans. Donc, j'ai une chance de retrouver sur scène pour un TEDx à cet âge-là. C'était quelque chose, voilà. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont fait confiance à l'époque, toutes les équipes du TEDx Vaugirard Road à Paris. Ok, une très belle veste en cuir d'ailleurs. Merci, que j'ai toujours d'ailleurs. D'accord. Et du coup, je crois que le truc, c'est que je l'ai abordé, un, avec humilité, au sens où j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés. Deux, j'ai préparé. Et j'ai répété. J'ai répété, mais j'ai répété énormément. C'était une bonne chose, ça, de répéter énormément? Ah ou- ouais. À ce moment-là, ça a été une bonne chose parce que dans cet exercice-là qui était particulier, il fallait que je sois en maîtrise. Bien sûr, ça m'a permis de canaliser mon stress. Parce que je répétais, je faisais mes trucs, j'ajustais, j'ai l'impression de progresser. Et cependant, au cœur de tout ça, le point central a été à un moment donné, dans l'accompagnement que j'ai eu, c'était Stéphane Roger notamment, qui m'accompagnait avec Caroline Carlicci, qui étaient mes deux coachs. Et à un moment donné, j'étais tellement dans cette volonté de venir montrer chaud, tu vois, j'allais monter sur la scène d'un TEDx, tu vois, j'allais rendre mes fiers à mes parents, j'allais, tu vois, que j'en avais oublié une chose essentielle, qui était que pourquoi je montais sur scène. Et à un moment donné, ils m'ont confronté à ça, et ça a été un vrai point de bascule dans ma réflexion. C'est que tout le monde n'en a rien à foutre que tu viennes faire le spectacle, que tu sois beau sur scène, que tu sois parfait, que tu aies une belle diction. Tout le monde s'en tape. Ce qui intéresse les gens, c'est est-ce que tu as quelque chose à leur offrir? Est-ce que tu as quelque chose à leur donner? Et ça a été un vrai switch. D'un coup, là, je me suis dit, ah ouais, ça me décentrait, comme tu disais tout à l'heure. C'était de comprendre qu'est-ce qui était important, c'est pas celui qui est sur scène. C'est tous celles et ceux qui sont dans la salle. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Et il y a eu cette phrase qui me disait, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as envie de donner au monde? Et ça, c'est fort, de dire, putain, qu'est-ce que j'aimerais livrer? En plus, ça te ramène dans une posture d'humilité. Je dis, moi, de mon point de vue. Et ils m'ont ramené sur un truc, c'était marrant, pour trouver mon message, parce que je leur avais proposé plein de choses, c'était pas terrible. Et à un moment donné, ils me disent, c'est quoi ta révolte? C'est quoi ton truc qui te révolte? Au début, je n'avais pas trop, je réfléchissais. Et à un moment donné, le truc m'est venu, je dis, putain, moi, je crois qu'il y a un truc qui me révolte, c'est de me dire que mon grand-père était maçon, mon père est maçon, et au fond, parce qu'ils viennent plutôt d'en bas ou de milieu ouvrier, ils ont beau avoir peut-être des idées, des opinions, de la créativité, parce qu'ils viennent de là, de toute façon, on les écoutera pas. Et quand j'ai compris que ce message-là, c'était le message que je devais porter,
ben, ça a été le point central. Et je crois que j'ai compris ce jour-là qu'effectivement, ce qui est important, c'est arrêter de se centrer sur toi. C'est te dire, tiens, qu'est-ce que je viens donner aux autres? Une fois que tu as compris ça, alors là, tes prises de parole, elles sont toujours centrées sur ça, c'est avoir le feeling. Tu vas réadapter les choses aussi par rapport au... Et tu dois te centrer sur ça, sur Et les ouais. autres. Et tu te décentres. Et du coup, ton stress et tout ça, c'est une petite chose. L'orateur est une petite chose dans une salle globale. Et il n'y a rien de mieux parce qu'à la fin, les gens, ils se souviennent de toi pour les messages que tu leur donnes. Tu peux faire un beau spectacle comme ça, mais ça ne marquera pas les gens. Les gens, ils viendront toi, te revoir moi, encore des années après, ou encore aujourd'hui sur ce TEDx-là. C'est des gens qui, des fois, m'arrêtent, ils disent « Ouais, mon père aussi, il est maçon. » Tu vois, c'est avec cette phrase, j'avais commencé mon TEDx. Et ça veut dire qu'il y a des gens que ça leur a parlé ce que je leur ai dit. Et aujourd'hui, sur l'IA, il se passe la même chose. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me voient, ils me disent « Putain, il y a eu un avant, après la conférence. » Et ben, c'est pas moi, c'est pas le truc, c'est ce dont on a parlé qui a changé. Et eux, tu vois, c'est de fort, ça. hein. C'est fort, ça me fait tellement penser à un commentaire que j'ai vu sur une de mes vidéos qui était le but d'une prise de parole, c'est pas d'être intéressant, mais c'est d'être intéressé. Ouais. Tu vois, Ouais, et c'est vrai que c'est ouais. tout l'inverse de je suis là, il faut que je donne une bonne image, il faut que je présente bien. Et non, en fait, il faut que je cherche à m'intéresser au Mais public oui. et donc je vais lui dire ce qui est important pour lui et donc je vais construire quelque chose qui va créer un moment, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis. Et ça, tu le dis parce que je te posais la question de savoir le Cyril d'il y a 20 ans, etc. J'imagine que le focus n'était pas le même et certainement que les apports du coach t'ont aidé à voir les choses différemment. Ah bah oui, parce que moi, je venais faire un spectacle, on venait faire le show, je voulais être beau sur scène, mais en fait, rien. Ta tenue, ta manière de présenter, ta manière de parler, toi, le fait de raconter ou pas ton histoire, tous ces éléments-là, ne servent qu'une chose. Ce ne sont que des supports et des vecteurs du message que tu veux porter, que tu veux transmettre. Si tu viens, par contre, pour parler, pour ne rien dire, ne viens pas. C'est ça le sujet. Super intéressant. Tu as ouvert une boîte, je ne pensais pas l'aborder, mais allons-y. Tes parents sont portugais? Oui. Mon père est portugais, ma mère est bretonne. D'accord. Donc tu es métisse Ouais, portugais et français. Exactement. Et est-ce que ça, notamment ton côté portugais, joue un rôle dans tes prises de parole? Tu vois, souvent on peut se dire, parce que j'ai des origines, peut-être que je peux me sentir, j'en sais rien, moins légitime, parce qu'il y a des stéréotypes derrière le Portugal, c'est, tu le disais, la maçonnerie, etc. Donc on peut être rapproché à ces stéréotypes-là. Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut en montrer plus quand on n'est pas français, quand on a des origines? Est-ce que ça a été une force ou est-ce que c'est quelque chose dont tu as dû te départir, tes origines, ton histoire? En tout cas, ça a toujours fait partie de moi, tu vois. De toute façon, voilà, je m'appelle De Souza Cardozo, donc c'était marqué sur ma carte, en tout cas d'identité. Mais moi, j'ai jamais vraiment ressenti de problématique vis-à-vis de ça. Et j'ai compris bien plus tard en lisant le sociologue Bronner, qui a écrit un livre qui s'appelle Origine, et où il raconte différents éléments, parce que lui-même vient plutôt d'en bas. Moi, je raconte souvent que je suis un enfant des HLM. Mais je me rends compte aussi d'une chose, c'est que venir d'en bas, avoir ces origines-là, c'est aussi un avantage. Notamment pour la confiance en soi, si tu le tournes de la bonne manière. Pour une simple raison, qui est que, tu sais, quand tes parents, ils ont fait Polytechnique tous les deux, t'imagines que toute ta vie, à un moment donné, quand tu passes ton brevet, ok, c'est une étape de ton parcours, mais il y a d'autres choses après. Quand tu passes ton bac, la même chose. C'est une pression de dingue, tu veux dire. Mathieu, exactement. Tu dois, à un moment donné, être à l'auteur d'une histoire familiale. Tu vois, il y a cet élément-là. Bronner, il raconte ce truc-là. Il dit, par contre, quelqu'un qui vient comme ça d'en bas. En réalité, moi, je m'en perçois. Mais moi, je crois que je suis un des premiers à avoir le brevet dans la famille. Donc, tout le monde m'a applaudi. Après, tu vas passer le bac, tout le monde t'applaudit. Tu passes ton permis, tout le monde t'applaudit. T'as été beaucoup valorisé quand t'étais petit, du coup. Ouais. Tout le temps. Il fait tout le temps. En fait, on est applaudi tout le temps. T'avais rien fait, on n'avait encore rien fait. Donc, du coup, t'arrives au même âge par rapport à d'autres, tu peux être boosté à la confiance. Et si tu t'empares de ça, si tu te dis, ouais, en fait, tiens, oui, cette confiance-là, je peux la récupérer parce qu'en fait, je me sens ne contraint par rien et en fait, l'autorisation aussi de pousser partout, quoi. Et donc, je crois qu'en fait, ça a été plutôt, moi, je trouve, un avantage d'être issu à la fois de l'immigration, même si, elle est franco-portugaise. Et je crois que ça a été aussi un avantage parce que je me suis jamais posé la question de ce que mettait l'autre dans ce que je faisais, dans mes origines. Ça m'a jamais trop interrogé. Oui, il y a eu des a priori à plein de moments de ma vie,
mais ça m'a jamais perturbé. Au contraire, ça fait partie de l'histoire. Je crois que je suis fier de ça. Et tu vois, j'ai l'avantage cependant, même en venant de milieu populaire, par contre, de venir d'une famille aimante, où mes parents étaient présents, et où ils T'étais m'ont toujours valorisé, encouragé, valorisé. Et je crois que je leur dois aussi ça. Et aujourd'hui, tu vois, à un moment donné de ma vie, tu vois, quand j'avais, je crois, mon bac, ou quand j'ai rejoint après mon école d'ingénieur, au fond, mes parents ils s'étaient déjà dit que j'avais réussi. Donc forcément, après, quand je suis parti faire un TEDx, bah, alors là, Qu'est-ce qui t'a c'était la donné folie. envie de continuer de te mettre la pression? Parce qu'on pourrait se dire, c'est bon, t'as le bac, Cyril, t'as le brevet, ça suffit. Qu'est-ce qui fait que t'avais ce sentiment de, tu l'as toujours d'ailleurs, j'en suis sûr, de toujours vouloir en faire plus, c'est jamais assez, tu vois? Bah, parce qu'en fait, justement, maintenant, il n'y a plus de contraintes, c'est la liberté incroyable, quoi. Tu vois, tu fais les choses parce que tu le décides. Hmm. Par goût de la liberté aussi. Alors, ça ne dit pas qu'il ne faut pas des efforts, qu'il ne faut pas des sacrifices, qu'il n'y a pas plein de choses à faire, parce que tout ça, ça a un prix. Mais je crois que l'envie de te dire, putain, bah maintenant qu'on en est là, continuons à monter. C'est top. Et on va faire. Et c'est ce qui fait que certainement, tu vois, un orateur a toujours envie de mieux faire, quand bien même c'est bon, je suis arrivé, je suis à l'aise, les conférences, je sais les faire. Bah, j'ai toujours envie de faire toujours un peu plus. Ouais. Et Moi, je dis souvent que je n'ai Ouais. pas encore donné la meilleure conférence de ma vie. c'est top. C'est top. J'ai hâte de la voir, cette première conférence. Et tu vois, par rapport à ça, tu as dit, voilà, tu été valorisé autour de toi. Moi, j'ai beaucoup de clients, tu vois, qui ont été valorisés, je pense aussi, mais qui ont du mal à supporter le regard des autres, parce que dans le regard des autres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tout ce qu'ils n'assument pas chez eux, peut-être des origines que j'assume pas, une histoire que j'assume pas. Un physique que j'assume pas. C'est ça. Et puis la société aussi, tu vois, j'accompagnais il y a pas longtemps une femme voilée. Et c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui, le rapport que les médias peuvent mettre avec le voile, avec la religion, fait qu'au final, elle s'interroge de se demander, mais qu'est-ce que l'autre voit? Est-ce qu'il apprécie pas ce que je suis? Est-ce que, tu vois, et ça montre à quel point le regard des autres est façonné beaucoup plus que par notre histoire familiale, mais aussi par ce que la société nous renvoie, ce que la télé nous montre. Par rapport à ça, ce que je voulais te demander, c'est, donc on va faire un lien, tu as dit que tu avais été valorisé autour de toi. Tu n'as pas trop parlé de l'école, et je suis curieux de savoir, tu vois, est-ce qu'à l'école, tu étais un bon élève? Est-ce que tu étais plutôt l'élève moyen? Et après, je te poserai d'autres questions par rapport à l'école. Non, je n'étais pas un bon élève. D'ailleurs, Ok. au collège, j'étais même plutôt mauvais. J'ai failli d'ailleurs ne pas être un peu voilà orienté sur des voies en tout cas de professionnelles Ok. assez tôt. T'aimais pas Notamment, l'école? en fait, il y avait plein de choses que j'ai. C'est comme paradoxal, quoi. Je voulais, moi, je voulais réussir. J'étais intéressé par des choses, mais ouais, il y a des choses à l'école qui me convenaient pas, enfin, ou qui me parlaient pas, où j'étais pas intéressé. Et plutôt à voilà, je devais pas être, j'étais pas, tu vois, un- pour les enseignants, je pense que je devais être un peu un casse-couille, quoi. Tu vois, Ah ouais. je pense que j'étais un peu ça. J'étais un peu, tu vois, le fanfaron. Voilà, mais sans être quelqu'un de méchant, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parmi les gentils, mais voilà, avec c'était l'époque aussi, voilà, le collège. Et par contre, moi, il y a eu vraiment une bascule dans ma vie. Ouais. Un moment où j'étais en quatrième, j'ai écrit une lettre d'ailleurs là-dessus, À ta prof de français. à ma prof de français. Ouais, tu m'avais dit. Exactement. Et effectivement, je vais avoir une prof de français qui va avoir des mots à ma mère pendant un conseil de classe où elle va dire, c'est le truc positif que j'ai entendu sur moi, il dit, oh, Cyril, il réussira là où il voudra. Et alors que même que j'étais très mauvais à l'école, mais je sais pas pourquoi elle a eu cette phrase-là. Et il y a des années plus tard, quand je vais publier mon premier bouquin, je vais lui écrire une lettre pour la remercier. Parce que cette phrase-là a donné une confiance en moi importante. Et le grand paradoxe des choses, c'est que je vais à Brest pour donner ma première conférence le jour de sortie d'ouvrage. Je n'ai pas encore envoyé les colis. Et en fait, cette prof-là, non sans savoir que c'est moi qui vais là, vient assister à la conférence. Et je vais Et te lui donner reconnais. en direct. Et, non, au début, on ne reconnaît pas. Ah Je ouais vais la voir. Je lui dis, mais vous n'avez pas été prof là? Elle me dit si. Et là, je lui raconte. Je monte sur scène et je raconte ça à tout le monde devant là. Ça a marqué. Et de coup, on est en train d'écrire un ouvrage ensemble d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, on est en train Wow. d'écrire un livre ensemble. C'est l'histoire. Et donc voilà, donc du coup, non, j'étais pas un bon élève en tout cas au collège. Puis à un moment donné, j'ai senti que j'avais, je sais pas, que mon père, qui justement, bah, tu vois, je sentais que c'était important pour lui qu'on fasse des études. Ouais. Je pense qu'il était déçu à un moment donné. Je l'ai senti déçu par le chemin que je prenais. Et là, d'un coup, j'ai basculé. Et je me suis dit, ok, putain, il faut que je me mette vraiment à taffer, à reprendre les choses en main. Et à partir de... Donc, du coup, j'ai travaillé tout l'été avant d'arriver en seconde. Ok.
Alors que les profs ne voulaient pas que j'aille au lycée parce qu'ils pensaient que j'y allais pas arriver. J'arrive au début de seconde et je vais être mauvais d'ailleurs au début de seconde. Je vais faire des très mauvaises notes au début de seconde. Puis après, je vais commencer à rattraper mon retard. Et je vais finir dans les premiers de ma classe C'est fou. en première, en terminale et avoir mon bac avec. Et ça montre, tu vois, que peu de choses sont innées au fond, parce que moi je trouve que tu es très intelligent, très smart, et que ça va super vite, et qu'il y a plein d'idées, tu as une capacité à faire des liens que je trouve vraiment super impressionnante. Et tu vois, moi par exemple, je suis plutôt un premier de la classe, c'est-à-dire que à la base, je suis premier de la classe, j'ai sauté une classe, j'ai fait Sciences Po alors que je viens d'un milieu assez défavorisé également. Et un des pièges qu'on a, et que tu n'as pas, je trouve, c'est le premier de la classe, le biais premier de la classe. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop oser, on ne va pas aller sur de l'audace, on va se cantonner à des choses qu'on sait faire. Je dis ça, mais est-ce que ça peut t'arriver aussi d'avoir ce biais premier de la classe? Et quand je dis ça, c'est cette envie de vouloir bien faire, d'être parfait, qui au final fait que tu es limité dans ton expression. Non, parce que justement, moi, j'ai pas eu ce truc-là de premier de la classe, parce que j'étais pas, en fait, premier de la classe, tu vois. J'ai fini mon lycée vraiment très bon, mais j'étais pas premier de la classe. Après, j'étais en maths spé. Donc, tu vois, j'ai eu dans mes périodes de vie, parce que maths spé, après, tu prends des claques, c'est un peu chaud. Et ensuite, j'ai été en école d'ingé, et là, après, tout de suite, après, j'ai commencé à m'intéresser aux sujets qui étaient les miens, mais aussi en comprenant que j'étais très bon là où je prenais du plaisir et pas ailleurs. Donc, j'ai jamais eu, en tout cas, ce syndrome-là, parce qu'au fond, j'ai jamais été le premier de la classe, quoi. J'ai jamais été ce format-là. Et je me souviens plutôt d'une grande partie de ma vie scolaire, finalement, où j'étais pas très bon. Donc ça aussi, ça me rappelle. Alors c'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui me disent « Ah putain, mais Cyril, t'es vraiment quelqu'un d'intelligent, etc. » Et ça me fait toujours rire, parce que moi, j'ai entendu aussi d'autres gens me dire que j'étais un peu limité, que j'avais pas. Donc ça me fait rire sur la notion même d'intelligence, quoi. Ouais, c'est marrant. Et tu as une de tes qualités aussi, et je pense qu'on la voit aisément en vidéo, c'est cette capacité à communiquer l'émotion, l'énergie, la passion. Cette passion qui transcende, j'en suis sûr, la 2D de la vidéo qu'on est en train de créer. Tout à l'heure, je te demandais est-ce que c'était inné, tu m'as dit oui, un petit peu, en même temps, on a des choses qu'on peut développer. Est-ce qu'il y a des techniques oratoires que tu aimes bien utiliser, ou des choses qui permettent d'exprimer cette passion? Je dis ça parce que, tu vois, tu m'avais parlé de ChatGPT à l'époque, c'était il y a quasiment 2 ans. Au début, je ne connaissais pas trop, je ne m'intéressais pas trop. À la fin de notre échange, de ce verre, j'ai acheté la version 4 de ChatGPT et j'ai passé toute la journée du lendemain à essayer plein de tas de choses, et je l'ai fait tester à plein de gens autour de moi. Comment tu fais pour susciter l'adhésion et l'émotion chez les gens? Bon, je crois c'est vrai, il y a toujours un peu des techniques de mise en forme ou de la manière. Moi, j'adore le nom de silence, parce que je trouve que là où, en plus, souvent, je suis pas très bon pourtant là-dessus, mais à chaque fois que j'utilise le silence, par contre, je perçois à quel point c'est un outil incroyable et puissant, quoi. Donc, je pense que ça, c'est important. Les changements de rythme à l'intérieur des prises de parole, et bien sûr, à un moment donné, te laisser toi-même aller par l'excitation, le plaisir que tu as à présenter ce que tu présentes. Mais ça nous ramène à la discussion de tout à l'heure. Je crois que l'action, tu la produis parce qu'à un moment donné, tu parles à la personne qui est en face de toi. Et à un moment donné, l'action, elle est parce que tu lui dis, parce que là, à ce moment-là, quand je suis dans ces présentations d'intelligence artificielle, ce que je veux, c'est que les gens, en tout cas, s'emparent de ce sujet pour venir l'expérimenter, venir tester, pour se faire leur propre idée et participer à un débat plus global qu'on doit avoir autour de ces technologies-là. Et pour ça, il n'y a rien de mieux de faire 2 choses. Montrer que c'est facile d'y aller et montrer potentiellement tout ce que ça peut apporter à celui qui le porte. Et partout. Et donc, c'est vrai que dans une même conférence, je parle de l'intelligence artificielle, je vais montrer des exemples de comment on génère un site web, une vidéo, et en même temps, je raconte comment tu prends ChatGPT, tu prends en photo ton frigo, et tu peux avoir la liste des recettes que tu peux faire avec. Et là, d'un coup, je sais que cet exemple-là, que je répète tout le temps, mais en fait, c'est tout con, parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu périphériques dans la salle, qui du coup se disent « Ah putain, attends, ça va dans ma cuisine, ça peut m'aider aussi dans ma cuisine. » Et ça leur parle, tu vois. Et en fait, tu te centres sur eux. Je crois que c'est vraiment le truc. C'est comment, au fond, qu'est-ce qui empêche l'autre de passer à l'action dans ce que tu as envie de produire chez lui? Et au regard de ça, lui donner les éléments. Et pour toi, là, c'était pas très difficile. Tu étais en train de réfléchir à ton quotidien d'entrepreneur. Et ce que j'ai juste fait, c'était de parler de à quel point ce truc-là pouvait changer cette dimension-là et t'ouvrir tout un champ. Et je crois que c'est le cas, et ça nous aide tous aujourd'hui. Et tu le fais toujours très bien. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment que tu avais un coup d'avance, tu vois, cette capacité à prendre de la hauteur et d'apporter à l'autre exactement ce dont il a besoin pour que ça fasse mouche. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super fort chez toi. J'ai le sentiment que, contrairement à d'autres personnes, il y a quelque chose qui est très présent dans tes prises de parole, c'est cette dimension d'audace, de prise de risque. Tu as cette capacité à aller tenter des choses, à les essayer. Est-ce que cette audace que je souligne, c'est quelque chose
que tu travailles, que tu développes, que tu essaies de mettre en place consciemment dans tes interventions? Ou est-ce que même dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un d'audacieux? Je te dis ça parce que je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens qui n'osent pas y aller, qui n'osent pas travailler, qui n'osent pas se faire coacher parce que j'ai pas le courage et puis ça se trouve, je vais mal faire. Donc, comment tu fais pour développer cette audace que j'observe quotidiennement et puis je suis sûr très présent dans tes conférences? Alors, je crois que j'ai vraiment une culture de. Quand j'étais tout gamin, je m'étais dit que le premier livre que j'écrirais un jour, il s'appellerait Mouvement. Je sais pas Ah ouais? pourquoi, j'étais obsédé par cette dimension, le mouvement. Et je suis toujours d'ailleurs, je suis toujours assez. Alors, même si le mouvement permanent ou l'action permanente on peut s'y interroger, moi je fais partie de ceux qui pensent que, quoi qu'il arrive, mets-toi en mouvement, Hmm. agis. Parce que je crois que, et c'est cette citation que je répète de manière imparfaite, mais tu vois, l'audace possède du talent et du génie, quoi. C'est qu'à un Hmm. moment donné, fais. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être en mouvement. Grave. Et oui, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais c'est parce que tu es en mouvement que tu vas te réadapter. Et je crois que ouais, cette notion-là, elle est hyper forte chez moi. Et aussi parce que du coup, je suis aussi très à l'aise avec la notion d'échec, de raté, ce que j'appelle le loser magnifique, parce que j'ai d'autres concepts autour Ah, je du connaissais le magnifique. glandeur magnifique, Voilà. mais le loser Et le magnifique, loser, qui d'accord, était une trop bien. conférence aussi, une première Ah ouais? conférence que j'ai donnée, mais qui est en ligne aussi normalement, et qui s'appelle le loser magnifique, où justement j'explique en matière d'innovation comment c'est hyper important finalement la lose, rater, échouer, recommencer, tu vois. Et je crois que c'est valable en réalité dans la vie de manière générale. C'est qu'à un moment donné, lance-toi. Oui, bien sûr, tu vois, j'ai des conférences en ligne, comme tu dis, sur l'intelligence artificielle. Certaines commencent avec un foirage technique complet dès le début de la Mais conférence. ça passe parce que tu Si t'es en l'assumes, stress- hein. Mais oui, il faut assumer, et c'est Hmm. OK. Et tu te réadaptes, et tu te transformes, et tu te dis toujours, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'à la fin, c'est pas merde, moi je suis tout seul sur scène, ça merde, donc je suis comme un con. Ouais. Non, c'est putain merde, ils sont tous là dans la salle, ils attendent de vivre quelque chose, qu'est-ce que je peux quand même leur donner? Parce qu'ils sont là pour ça, quoi. Et ce qui est important, c'est eux, c'est pas moi. Et donc, je crois que cette dimension-là, tu l'as parce qu'à un moment donné, voilà, cette capacité d'adaptation, tu l'as parce que tu le lances, parce que tu apprends. Personne progresse en étant assis sur son canapé, en scrollant sur C'est tellement Instagram. inspirant ce que tu dis. C'est tellement inspirant pour ce mec qui hésite, etc., qui dit ah, je sais pas si je vais y arriver ou pas. À t'entendre, le but, c'est même pas de réussir. Le but, c'est d'y aller. Et puis après, se passera ce qui se passera. Bien sûr. Mais le mec qui n'y va pas, pensant qu'il ne réussirait pas, en fait, c'est sûr qu'il rate. Alors que celui qui y va et qui rate, au final, il a été en mouvement, quoi. Exactement. Je crois que le plus grand risque, c'est de réussir tout ce qu'on fait. Ah ouais. C'est-à-dire c'est- que tu n'as pas fait assez. Et c'est peut-être aussi le défaut de ces qu'on s'est promis de la classe, c'est-à-dire, vu que tout s'est bien passé, je vais peut-être pas aller sur des terrains où je suis pas sûr de réussir parce qu'on m'a valorisé pour quand ça se passait bien, quand je réussissais. Et vu que là, je suis pas sûr d'y arriver, Ouais. j'irai peut-être une prochaine fois. Tu vois, tu parlais du syndrome du premier de la classe. Moi, en karaté, Ouais. j'ai commencé très jeune le karaté et on dit, voilà, tu deviens ceinture noire et tu commences un peu à. Voilà, et pourtant j'étais assez jeune, mais il y a un moment, il y a un risque dans la progression au karaté, dans tous les sports de combat, c'est qu'à un moment donné, tu vas te mettre dans les entraînements face à des gens qui ont un niveau moindre que toi. Et si à un moment donné, tu te mets dans la posture de maintenant, j'ai pas le droit de perdre face à celui qui est en face de moi parce qu'il est moins bon que moi, parce qu'il a une plus petite stature que moi, tu ou presque stresses. l'heure. Ouais, c'est ça, tu stresses, tu prends moins de risques, tu te mets et tu progresses plus. Tu progresses plus. Et à ce moment-là, tu commences à stagner, tu commences même à devenir moins bon. Parce que tu t'es enfermé dans la croyance que la ceinture noire que tu avais autour de la taille était quelque chose d'important. Non, ce qui est important, c'est de progresser. C'est de continuer à évoluer dans ta pratique. Et ça, tu peux le faire que si tu continues à prendre des risques. Et donc, ça veut dire te prendre un coup par une ceinture orange. Et ça, dans les sports de combat, je crois qu'on le comprend très clairement. Bah, c'est trop bien parce que là, ça me permet d'évoquer cette question en lien avec la prise de parole. C'est quoi le dernier coup, entre guillemets, que tu t'es pris, c'est-à-dire la dernière prise de parole? Tu me parlais du TEDx, mais ça remonte un petit peu. Aujourd'hui, des conférences, t'en fais plein. Certaines qui se ressemblent un petit peu, mais d'autres aussi qui sont différentes. C'est quoi le dernier moment? Et j'ai réfléchi aussi, si tu veux que j'y réponde, je pourrais y répondre, mais où tu t'es senti un peu déstabilisé quand tu as dû parler, je sais pas moi, un grand public que tu n'avais pas anticipé, même si ça te stresse pas, un enjeu que tu n'avais pas imaginé, une personne en particulier, un moment où tu as été un peu déstabilisé récemment? Alors, pas déstabilisé, alors je dirais, j'ai pas de grands trucs où j'aurais été déstabilisé à date. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de. Enfin, là, ces derniers temps, j'ai pas vécu de moments de déstabilisation. J'aurais vécu, en tout cas, des moments où d'un coup, je me dis, tiens, j'étais un peu moins bon. Et je pense que, peut-être parce que j'avais moins bien adapté j'ai moins su m'adapter à la salle en face de moi. Ok. Ou peut-être que j'étais parti sur un sens et je suis pas allé à l'endroit où je ressentis bien le groupe, ou alors parfois t'es en train de donner une conférence
et tu n'arrives plus à avoir le lien avec le groupe. Et là, j'ai l'exemple type d'une conférence que j'ai donnée devant des avocats. Et à la fin, voilà, le sentiment peut-être que j'aurais pu aller plus loin sur des choses qui étaient concrètes pour eux. Et j'y suis pas allé pour différentes raisons. Et en sortant de là, de me dire, bon, tiens, en regard de d'autres conférences que je donne, celle-ci, elle était moins bonne. Et s'y es pas allé parce que tu l'as pas senti ou parce Ouais. que la technique Un peu coupé. Non, c'était plutôt d'un coup, tu vois, j'avais peut-être pris dans la tête dans le guidon. Bah, c'est comme ça aussi, on enchaîne Ouais, les confs. Et bien à un moment sûr. donné, bah, hop, t'arrives, un jour, t'es un peu moins connecté au truc. Et là, t'es un peu plus à côté, quoi. C'est des moments où à un moment donné, bah, c'est pareil. Là, ça veut dire que c'est des confs où t'es arrivé, t'étais plutôt détendu, t'as plus le stress, tu t'es C'est plus dans vrai, là, tu étais plutôt l'exigence. détendu du coup. Bah oui, Ok. c'est ça. Et c'est ces conférences où tu commences où t'es moins bon, quoi. Tu t'appuies que sur tes forces, quoi. Sur tes existants et t'es plus dans ce truc-là où t'es en train de faire le spectacle et t'es plus centré sur le groupe en Je sais ce face, que tu quoi. veux dire. Donc, Donc c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, j'en ai tellement fait, je me suis tellement entraîné qu'au final je suis à l'aise, mais à être trop à l'aise, je suis moins performant, quoi. exactement. Et tu vois, par rapport à ça, euh, est-ce que tu as cette idée d'un service minimum? Tu vois, je trouve que beaucoup de personnes que j'accompagne, elles sont super rassurées à l'idée de se dire, même si j'ai pas bien dormi, même si j'ai pas bien mangé, même si je me suis pas bien préparé, j'ai cette croyance qui est que je peux toujours assurer un service minimum et quoi qu'il arrive, même si c'est pas parfait, je serai toujours à la hauteur. Est-ce que toi, c'est un truc qui est bien ancré en toi de se dire, quoi qu'il arrive, service minimum et ça n'ira jamais en dessous, quoi. Oui. En tout cas, j'ai toujours le sentiment quand même, que je vais forcément apporter quelque chose, que les gens vont quand même reprendre des choses et qu'à un moment donné, oui, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, est-ce que cette notion du service minimum, elle te permet d'être performant, magique, de te faire passer à un step? Là, j'ai plus de doutes, quoi. Donc, donc c'est bien cette idée du service minimum. Et oui, en tout cas, j'ai jamais eu cette inquiétude-là, tu vois, Ouais. de me dire que j'allais pas délivrer quelque chose. Mais bon, est-ce que au contraire, du coup, ça te bloque sur la dimension de stress ou ça te pousse pas dans ta notion d'exigence? Là, Mhm. encore une fois, quoi, cette notion d'être centré sur ce groupe, sur les personnes qui sont en face et essayer de te dire, putain, comment je leur apporte le maximum de choses? Parce que c'est fort, c'est autant de personnes qui, pendant que tu vas prendre la parole, t'écoutent, quoi. À notre époque où c'est rare l'écoute, la parole. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de donner des conférences devant 1500 personnes. Les gens sont là, tu leur prends 20, 30 minutes. Fois 1500, hein, Fois plus que le 1500, nombre de personnes. t'imagines? Ouais, c'est clair. C'est quand même un temps incroyable. Donc là, c'est important, c'est que pendant ce temps-là, bah, c'est pas sur toi ou de toi dont tu dois parler, quoi. C'est ce temps Mhm. humain que tu viens capter, qui est démultiplié. Bah, qu'est-ce que tu en fais pour que ça soit utile? Je trouve ça génial ce que tu dis parce que c'est un invariant de toutes ces personnes que je trouve éloquentes, cette capacité à s'oublier, quoi. Il y a un mot en anglais, self-conscious. Ces personnes ne sont plus self-conscious, quoi. Elles arrivent à lâcher l'intérêt qu'elles se portent. Et en parlant de ces personnes-là, est-ce que toi, tu as des orateurs ou des oratrices qui t'inspirent, des gens que tu aimes bien écouter, que ce soit parce qu'elles ont un fond que tu trouves pertinent, une forme aussi que tu sais éloquente? Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu t'amuses à écouter et dont tu aimes bien t'inspirer? Alors, j'ai beaucoup. Enfin, bon, il y en a un qui m'a forcément marqué, dont j'ai regardé une grande partie des discours, c'est Steve Jobs. Ok. Je pense que Steve Jobs, alors je l'ai même, tu vois, dans certains de mes bouquins, j'ai Ah oui. décrypté sa manière de faire ses présentations, parce que je crois qu'il incarne parfaitement ce que j'aime de la conférence du conférencier, Hmm. c'est qu'à un moment donné, il n'était que le vecteur des annonces, tu sais, qu'il devait faire. On dit une keynote, les gens étaient parce qu'il y avait Steve Jobs, et Steve Jobs n'était que le support des annonces de l'iPhone, tu vois, de l'iPad, je sais pas, iTunes, tous ces moments où il est venu annoncer des révolutions. Et là, ça, c'est quelque chose, ouais, fondamentalement qui me... Tu sentais à quoi que c'était le support? Parce que, enfin, je veux dire, il a quand même un style. Mais Même oui. s'il faisait en sorte de s'habiller de manière, on va dire, pas trop voyante, Ouais. bah, c'était quand même Steve Jobs. Peut-être pas à l'époque, mais Ah ben, il y avait ce truc-là, c'est que à un moment donné, les gens, ils venaient voir un show, ils venaient voir un spectacle. Et ce qui était génial, c'est pas tant Steve Jobs ou tout ça, c'est la manière dont l'histoire qui est racontée. Tu vois, il montait. Et ce moment, à un moment donné, à la fin de la conférence, il dit, ah, juste une dernière chose. Ah oui. Et Après, la dernière il chose, présente c'était le produit, truc le plus important. Grave. Et cette manière de faire, et sa manière de dire, de montrer le produit, et hop, en live, d'avoir les démos live, les trucs. Ça m'a beaucoup inspiré sur ma manière de traiter aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est vraiment ces conférenciers qui faisaient qu'à un moment donné, putain, t'étais là et tu disais, t'avais envie, tu vois, de ce qu'il te présentait, quoi. Il était en train de parler d'une autre chose. Et pareil, il te parlait pas de l'iPhone, il te parlait pas de l'iPad, il te parlait de ce que tu allais faire avec. Et toi, tu te voyais faire ça avec. Tu avais envie de faire ce qu'il te présentait. Top. Et ça,
Ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et tu le fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parles pas de tes produits, tu parles de ce que tu peux apporter aux gens grâce à eux. Et moi, j'aimerais qu'on creuse cette idée d'inspirer. Ça veut dire quoi, inspirer? Ça veut dire que tu essaies de reproduire cette façon d'introduire les choses, tu essaies de reproduire ce style calme, lent, même si c'est peut-être pas forcément le tien. Ouais. Tu t'es inspiré comment de Steve Jobs? Je pense dans la construction des scénarios. Ok. Tu vois, ces trucs qui montent en pression ou qui est très fondé sur la démo ou qui cherche à montrer des choses qui sont belles ou dans la conception des choses. Tu vois, il y a plein de choses qui m'ont inspiré dans sa manière de faire. Et je crois que principalement dans l'écriture, dans la manière d'écrire un talk, dans la manière d'écrire les choses, je pense que Steve Jobs m'a marqué là-dessus. Et tu vois, quand tout de suite tu me parles de ça, moi, j'ai pas l'impression d'en avoir d'autres là comme ça qui me viennent, qui m'ont... Je pensais que tu allais parler d'Elon Musk puisque tu as écrit un livre sur Mais lui. c'est pas un bon orateur. Ouais. Tu vois, c'est pas un bon orateur. Alors Elon Musk, il a deux dimensions déjà. Bon, en ce moment, il n'est pas des plus inspirants parce que justement, j'ai terminé mon dernier ouvrage le concernant en disant que quand une personne avait eu aussi souvent raison contre le monde, son risque c'était à un moment donné de s'enfermer et de commencer à perdre pied avec la réalité. On y est. On y est avec Steve Jobs, avec Elon Musk. Et c'est dommage parce que au fond presque c'était prévisible et il y est. Et donc Elon Musk, il a quand même des aspects. Et tu vois, c'est pas facile de le dire aujourd'hui parce qu'il a des côtés qui sont exécrables et je les pointe moi-même, mais il a aussi des dimensions dans sa capacité d'innovation qui sont assez géniales, qui doivent venir nous inspirer. Et c'est ces dimensions-là qui, moi, m'intéressent, en tout cas chez lui. Pour le reste, ses prises de parole ou ses présentations produits sont pas du tout au niveau de ce qu'a fait un Steve Jobs, tu vois. Alors, ce qui est marrant, par exemple, tu vois, quand il présente le Cybertruck. Ouais. Il présente le Cybertruck. Qui avait foiré à l'époque. Donc, il prend un truc de pétanque et pour montrer que le truc est pas... Ça explose. Il lance, ça explose le truc. Bon, on retire deux choses de ça. Ouais. La première, c'est que c'est un foirage total et pourtant le Cybertruck il s'est vendu et Elon Musk il est toujours là, donc les gars c'est pas grave, tu vois, quand vous foirez vraiment un truc là, les gens ils devraient se mettre ça avant de faire une conférence et là il montre Elon Musk, il dit regardez c'est vraiment imparable, bah le truc se pète, ok, donc là c'est un foirage. Et le deuxième élément c'est que ça serait pas arrivé à Steve Jobs, tu vois, c'est qu'à un moment donné il aurait plus travaillé, il aurait plus anticipé. Bien sûr. Le spectacle c'était un spectacle, et là parce qu'il était plus centré sur aussi la manière dont il voulait transmettre les choses. Donc, tu vois, il avait une manière... Le lendemain des présentations des keynotes d'Apple, les titres des journaux, des articles, c'était les phrases de Steve Jobs qu'il répétait plusieurs fois parce qu'il voulait que ça soit les titres des journaux le lendemain. Et il avait cette truc-là, parce qu'il était centré sur la manière dont ça allait être reçu. Et Elon Musk, il est incapable de ça. Et c'était ultra préparé, tu vois, j'ai le sentiment... Peut-être pas une pièce de théâtre, mais on n'en est pas loin. Hein. Quelque chose de très millimétré, là où Elon Musk, il y a un côté, bon allez, j'y vais, et puis on va à ce que ça donne. Un peu à la Trump, tu vois, on profite du moment, et puis... On dit n'importe quoi aussi, on fait. Mais après, avec une autre énergie. Ouais. Vraiment, Steve Jobs, c'est écrit de bout en bout. C'est répété, c'est calé. Il n'y a pas de surprise. Et avec un sens du show et de la tech qui est absolument génial. Et tu vois, dans le sens du show... Il y a quelque chose qui est très fort aussi chez toi, je trouve, dans ton expression orale, écrite, c'est cette capacité à conceptualiser certaines choses. Tu parlais tout à l'heure d'un concept, le glandeur magnifique, le besogneux, etc. Et Manager Sapiens, et justement l'ouvrage dans lequel tu évoques ces concepts, je trouve que en ramassant la pensée et en la simplifiant avec ces archétypes, tu arrives à communiquer, à convaincre, à persuader assez facilement, avec beaucoup d'impact. Je crois que ce concept était beaucoup partagé dans beaucoup d'articles que j'ai pu retrouver sur LinkedIn. C'est quoi le processus créatif qui te permet d'arriver à ces métaphores, à ces analogies? Comment tu fais pour arriver à ces images simples, comme dirait Franck, simplex, c'est-à-dire qu'elles sont simples en évidence, mais elles ont demandé beaucoup de complexité en amont de ta part. C'est la complexité, effectivement, simplifiée. Moi, il y a une obsession sur ça, c'est vraiment l'empan cognitif. C'est l'empan, tu vois ce que c'est? C'est l'écart entre le pouce, effectivement, et l'index qui me permet de saisir les objets du monde qui m'entourent, parce que le design des choses a été pensé par cet empan-là. Eh bien, il y a la même chose, il y a un empan cognitif. Quand les gens arrivent dans tes conférences, dans une conférence, ils ont une certaine capacité, ou limite, à venir saisir la complexité. De toute façon, si tu les abreuves de complexité ou de trop d'idées ou de trop de concepts, ils n'arriveront pas à saisir les choses. Et donc, tu dois placer des poignées sur ton discours. Tu dois donner
les 2-3 poignées en leur disant tiens, je te donne un ballon et tiens, saisis-la, tu l'as le truc, c'est bon. T'as Quitte compris. à mal saisir parfois la chose, parce que Peut-être. les pensées sont toujours beaucoup plus Ah, bah, complexes. bien sûr, mais parce qu'à un moment donné, le temps après de l'appréhender, mais au moins ils l'ont, tu vois. Hmm. Parce qu'après, bien sûr, quand je pose le glandeur magnifique, c'est une simplification d'un concept qui est beaucoup plus large Hmm. et ça crée des débats de dingue, tu vois. Et là, effectivement, c'est Welcome to the Jungle qui le partage régulièrement sur les réseaux. À chaque fois, ça part dans tous les sens, ça fait des débats de dingue. Et en plus, parce que les gens lisent pas vraiment, donc ils s'arrêtent juste au nom, ils voient pas ce qu'il y a derrière et les gens reviennent, tu vois. Et t'as même plus besoin de toi de parler, tu laisses les gens discuter entre eux. Mais ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, en tout cas, les gens saisissent quelque chose. Ouais, Saisissent le glandeur quelque magnifique, chose. il y a Ouais, quelque chose super que tu vois. intéressant. Et là, tu viens le donner. Mais bien sûr, en simplifiant, tu assumes qu'à un moment donné, justement, s'ils viennent le saisir, ils vont peut-être pas encore le saisir de la bonne manière. Mais au moins, tu auras posé une idée, quelque chose qui va pouvoir provoquer des choses. Et là, quand je fais le glandeur magnifique, il y a l'autre élément. C'est qu'au-delà d'une poignée cognitive que tu donnes aux gens, tu provoques quelque chose. Tu vois. Et tu peux viens expliquer ce que c'est que le glandeur provoquer. magnifique Ouais. Le glandeur magnifique, l'idée, c'est quoi? C'est que notre société, elle est fondée sur la culture du laborieux. C'est cette croyance que pour réussir, il faut toujours faire plus travailler, plus d'heures, plus tous les jours. Il y a vraiment cette idée du Fordisme, quoi. On est des machines. Sauf que toute cette approche du laborieux, Hmm. eh bien, elle ne tient pas compte d'une chose, c'est que on est des êtres humains biologiques avec une quantité thermodynamique d'énergie chaque jour qui est limitée. Et en fait, tu peux pas augmenter indéfiniment. Donc la question, c'est plutôt comment tu rationalises le temps cognitif disponible pour en faire en tout cas un temps utile. Et c'est là qu'on verra le glandeur magnifique. Justement. Exactement. Et c'est ça le glandeur magnifique, c'est cette idée finalement de venir simplifier en tout cas le quotidien, venir en tout cas le réduire en tout cas à ce qui est important pour utiliser ton énergie cognitive là où il faut. Et donc forcément quand j'utilise le terme glandeur magnifique, ça prend le contre-pied total d'une époque qui pense qu'on travaille pas assez. Avec toujours ce sujet, tu sais, on sort du sujet, mais sur l'intelligence artificielle. Hmm. Et d'ailleurs, c'était au cœur de mon prochain TEDx, enfin de mon prochain, de celui qui va être diffusé, c'est que à chaque fois qu'une technologie arrive et nous promet de gagner du temps, en réalité, on accélère. En réalité, à chaque fois qu'on gagne une minute, on est pressé de remplir cette minute, tu vois. Et les gens pensent toujours que c'est la disparition du travail, la technologie, etc. Sauf que je leur dis, non, le risque, c'est qu'au contraire, ça soit encore plus d'accélération. D'ailleurs. Mais ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, si je veux proposer des idées que je puisse saisir, qui soient dans cette dimension d'empan cognitif, au final, à vouloir aider le public à comprendre, je lui raccourcis le temps de compréhension, mais au final, je vais le remplir davantage de plein de choses. Donc, ouais, c'est plaisant mentalement, mais au final, c'est aussi la porte ouverte à plus de temps à consacrer à peut-être d'autres choses. Donc, il y a aussi un risque à utiliser trop de ces figures de style. Est-ce que tu t'en sers beaucoup de ces concepts, de ces figures, ou c'est toujours comme un saupoudrage, tu essaies d'essaimer? Ouais, il faut faire attention de tomber dans la pensée, tu vois, conceptuelle, de venir un peu simplifier la pensée. Donc, je fais attention en tout cas à ces dimensions-là. Par contre, j'essaye de donner il y a certains concepts clés que dans les interventions, je sais que c'est les messages que je souhaite transmettre, tu vois. Okay. Ça m'arrive souvent d'ailleurs dans les courses de dire, alors tiens, attendez, s'il y avait une chose que vous deviez retenir, ça. S'il y a une deuxième chose, ça serait ça. Et la troisième, d'accord? Parce que souvent on dit, il faut que les gens repartent avec 3 messages. En fait, je leur dis les 3 messages à retenir. Comme ça, tu vois, les gens sont là. Et ça, ils prennent et c'est utile aussi en tout cas, dans ce travail de transmission. Super intéressant. Je me rappelle d'une des conférences que j'avais écoutées avec Innovation Commando à l'époque, qui existe toujours, d'ailleurs, Innovation Commando, ce mouvement que tu as créé. Tu commençais cette intervention via un storytelling, en expliquant l'évolution de l'humanité, le fait que la grossesse dure 8 mois, 9 mois, que l'être humain en naissant est encore dépendant de ses parents, ce qui n'est pas le cas pour toutes les espèces. Quand je raconte ça, c'est parce que tu accordes une grande place au storytelling, et je sais que tu le fais encore dans tes conférences. Comment tu t'es formé à ça? Est-ce que tu as des techniques qui font qu'un storytelling est réussi, que les histoires que tu racontes sont mémorables et ne durent pas que 5 minutes, mais beaucoup plus dans la tête du public? Alors, sur ça, c'est très lié à la manière d'écrire. Moi, j'écris aussi de cette manière-là. Ça veut dire que souvent, et d'ailleurs, les auteurs qui viennent écrire avec moi, c'est souvent l'un des trucs que je donne dans la manière d'écrire, c'est que moi, je raconte des histoires. J'en explicite ce que j'en tire, et ensuite, j'ouvre les concepts associés. Tu vois. Et tous mes ouvrages sont écrits de cette manière-là. On raconte un épisode, tu en retires quelque chose, et tu le généralises. Tu vois. Et on fait ça tout le temps. Et finalement, mes ouvrages étant écrits, fondés sur ce type de storytelling, mes conférences ressemblent finalement à cette manière de procéder. Parce qu'effectivement, je crois que les gens retiennent bien
les bonnes histoires. Hmm. Et je crois que celles qui le retiennent le mieux, c'est celles qui commencent. Et à un moment donné, la personne se dit, mais pourquoi il me raconte ça? Et là, je crois que quand tu as créé ça dans le storytelling que tu es en train de faire, tu dis, mais pourquoi il me raconte ça? Ouais, c'est de contre-pied, du coup. Ah, exactement. Et là, je crois que tu viens. Alors après, il faut bien sûr toujours le doser quand tu racontes plusieurs histoires du même conf. Mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que ce truc-là. Et c'est pareil dans la lecture. Quand tu Hmm. commences à lire, tu dis, mais pourquoi il raconte ça? En même temps, tu as envie de savoir. Et ben, c'est la même chose. Et tu vois, c'est une des techniques, alors il ne faut peut-être pas en abuser, mais j'aime bien ce truc-là. De dire, putain, je commence un truc, les mecs disent, putain, ok, on devait parler d'innovation, il me parle d'un truc, ça, pourquoi il dit ça? Ah, mais c'est trop bien. Et là, on retrouve cette dimension d'audace dont on a parlé, le fait de prendre des risques. Et en même temps, c'est très préparé, très contrôlé ce que tu fais. Si tu souhaites être à l'aise pour parler en public, j'ai créé une masterclass Comment parler en public avec confiance. Si parler en public est quelque chose qui est vraiment important pour toi, je t'invite à regarder cette masterclass. Tu vas aller beaucoup plus loin que tout ce que tu trouves en ligne, les tutos YouTube. C'est une mine d'or sur la prise de parole qui t'attend. Pour ça, clique sur le lien qui est dans la bio ou dans la description et profite à fond du contenu qui t'attend. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Quelques dernières questions qui me viennent et que je dois absolument te poser, c'est... On l'a dit un peu au début, la prise de parole, c'est des outils, des méthodes, etc., dont il faut savoir se libérer pour s'exprimer, pour avoir son propre style. S'il fallait, je sais pas moi, donner 3 conseils à quelqu'un qui n'est pas spécialement à l'aise pour parler en public, des conseils qui t'ont été utiles et qui t'ont aidé à être de plus en plus éloquent, à avoir de plus en plus d'impact, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu parlerais de méthode, de regard, posture, gestuelle, voix? Est-ce que tu parlerais de fond? Est-ce que tu parlerais de changer une dimension cognitive, psychologique? C'est quoi pour toi les 3 clés d'une prise de parole réussie? Alors, je pense qu'il y a pas mal de techniques maintenant. Quand tu vois, je repense à mes interventions, il y a plein de choses finalement que je mets en œuvre, que j'ai appris avec toutes ces personnes finalement que j'ai écoutées, mais d'ailleurs dont tu fais partie. Je pense que en tout cas, bon, la première chose, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu as envie de transmettre. Déjà, concentre-toi sur ce message. Qu'est-ce que tu as envie que les gens en face de toi retiennent? Ils repartent avec quoi? Ça peut être si tu présentes, je sais pas, le bilan de ton entreprise, tu as des choses que tu as envie de mettre en lumière, tu veux que les gens repartent avec, ok. Concentre-toi, dis-toi c'est quoi les trucs que tu veux. Et tu vas construire autour, ensuite le storytelling, l'histoire, la mise en mouvement qui va construire. Mais c'est quoi déjà ce avec quoi ils doivent partir? Je crois que si tu as déjà cet élément-là, tu as déjà une bonne base. Ça, c'est pour le discours. Okay. Sur le deuxième élément, je crois que toute bonne conférence commence par un silence. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose que aujourd'hui j'aime faire. Commencer par un silence. Et souvent, je commence aussi maintenant, tout le temps, par quelque chose de décalé. Un truc qui n'a rien à voir avec la conf. Tu sais, c'est comme les Simpsons. Tu sais, les Simpsons, l'épisode des Simpsons, il commence avec un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et ça part toujours comme ça. Et ben, c'est un peu le truc. C'est que je vais raconter un truc, je sais pas, on est dans la salle, j'ai vu quelqu'un qui m'a raconté un truc sur là, ou une spécialité locale, ou je raconte un truc qui est décalé. Et ça, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Parce que moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Mais quelqu'un qui nous écoute va nous dire... Attends, mais il est dans un autre monde, là, Cyril. Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas arriver avec quelque chose de décalé. Il faut que je dise ma conf. En plus, je suis payé pour. Il faut que ce soit parfait, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise avec cette idée de je vais aller discuter avec lui et puis ensuite, je vais me lancer? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je suis persuadé d'une chose, ça, c'est la facilitation de l'intelligence collective, c'est qu'il faut une inclusion avant chaque prise de parole. Ouais. Si tu commences ta conf directement dans ce que tu as à dire, bah, les gens, ils ne sont pas encore connectés, quoi. Et quand tu arrives, bah, tu dis, je sais pas, une connerie par rapport... je sais pas, il n'y a pas longtemps, j'étais au stade du Rodourou, qui est un Guingamp. Hop, et je commençais ma cause, je dis, bon, voilà, comme on est un Guingamp, je ne vais pas vous parler du stade brestois, parce que, tu vois, moi, je suis supporter, ils sont en Ligue des Champions, bon. Et les gens ont rigolé, tu vois, ils sont... Hop, mais ça n'a rien à voir avec la conf, tu vois. Et hop, tu commences ensuite, tu peux commencer. Tu l'as préparé, ça, ou c'est venu sur le moment? Non, tu ça t'es vient dit, sur ok, le j'y moment, vais, parce quoi, que le truc, c'est que c'est bien, tu peux le préparer ou essayer d'imaginer dans les minutes qui arrivent, tu vas réfléchir un peu avant. Mais c'est aussi un moment de prendre quelque chose que tu saisis sur le moment, tu vois, pour se connecter. Tu vois, il y a une intervention avant toi, tu rebondis dessus, tu vois, de manière humoristique, ou, tu vois, et ça te permet de dire aux gens, bah oui, je suis là avec vous, la connecter maintenant. C'est pas un hologramme, c'est pas un autre truc, c'est pas quelqu'un qui vient faire une Et récitation. tu dirais quoi à quelqu'un qui va te dire, moi, je suis d'accord, mais... et puis imagine s'ils réagissent pas, ou imagine s'ils me trouvent, je sais pas, naze, ou s'ils se disent, mais c'est bizarre ce qu'il dit, tu vois. Ouais, mais tu peux commencer par un silence, par un truc. T'attends pas de choses particulières. Ouais. Quand tu fais ça, la seule chose que tu annonces, c'est attention, la courbe va commencer. Et ouais. C'est la seule chose que tu dis, en fait. Donc, qu'il n'y ait pas la réaction, tout ça. Mais après, tu le fais de manière, il faut le faire effectivement de manière non forcée, de manière détendue. Je pense qu'il y a vraiment ce point-là. Et donc, voilà, donc, là, sur du silence, cette inclusion un peu pour démarrer. Bon, être connecté au groupe et aux gens qui sont là, bien entendu. Et en amont de ça, je crois que
moi, les exercices respiratoires, pour les grosses conférences, en tout cas, les exercices respiratoires, et tout ce qui relève de l'échauffement, un peu, tu vois, du visage, des choses. Ça, c'est des choses quand même que je reproduis, qui font partie un peu de mes process quand j'ai des grosses Tu fais quoi en conférences à matière de donner. respiration Là, je vais faire, tu sais, les respirations par le nez, effectivement, où je vais faire Ok. les 3 temps, tu vois, pour hop, te poser. Donc, inspiration, Tu pause, bloques. je bloque, puis après, hop. Ok. Donc, cette dimension-là, tu vois, j'appelle les massages de l'estomac, sentir Ok, les... d'accord. Ouais. Ça Ouais. peut t'aider de te masser l'estomac. Exactement. Ok. Toutes ces choses-là, ça va être voilà, pareil au niveau des mains, et après tous les exercices d'élocution, Ouais. tu vois, que tu vas répéter. Et je crois que ça te, au-delà maintenant aujourd'hui, est-ce que vraiment ça me transforme enfin, je pense qu'en réalité, c'est bon, c'est des rituels qui moi me permettent de me concentrer. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, quand même, ça me permet de poser ma respiration d'un côté, ça me permet de préparer ma prise de parole de l'autre, de pas être en train de bafouiller tout ça. Donc, c'est des choses que, ouais, effectivement, je vais prendre, mais j'ai envie de dire, toutes les techniques de base. Ensuite, et chacun va piocher dedans, retenir celle qui lui parle, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, le principe d'un rituel, c'est je rentre dans la voiture, je mets ma ceinture, voilà, c'est un rituel, et puis j'ai plus à y penser, mais ça me rassure sur la suite parce que ce sont des choses que je fais de manière mécanique. Exactement. La première chose que tu as dit, pas forcément que je suis obligé de rebondir dessus, tu as parlé du silence. Je trouve que c'est l'alpha et l'oméga d'une prise de parole réussie, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pas à l'aise, on va le voir parce que le silence, il le fuit. Quelqu'un qui est super à l'aise, on va le voir parce que le silence, il l'accueille super bien. Comment tu as fait pour bosser sur ce silence? Parce que souvent, c'est une tension interne, le silence. Énorme. C'est il faut que j'y aille. Si j'ai rien à dire, ils vont me trouver naze. Et puis, tu sais, on a toujours ces qui sont là pour, justement, quand on parle pour le. Comment toi, tu as fait pour travailler dessus, quoi? Alors, je pense que c'est venu. Bon, déjà, moi, ça m'a beaucoup été utile parce que comme je parle très vite, ça me permettait de poser dans le discours. Donc, j'ai eu ce point-là qui était, je pense, un espace qui m'a permis de progresser. Et le deuxième élément, c'est que avant de rentrer dans l'ère technologique qui est la nôtre, moi, je faisais beaucoup d'accompagnement. Notre travail, c'était la transformation digitale des organisations. Et on a beaucoup travaillé sur les dimensions, notamment de la motivation. Et on avait une formation qui s'appelait Manager Sapiens, fondée sur la... Et dans cette formation, qui était aussi une conférence d'ailleurs, D'accord. je travaillais sur ce moment où, quand vous posez une question à une salle ou à un groupe, à un individu, tu mets un silence. Et tu vois, ce silence, ce que j'aimais bien, ce que j'ai kiffé dans ces silences-là, c'est d'expliquer aux gens leur neurone miroir. Tu sais, les gens se sentent mal à l'aise parce qu'ils se mettent à la place de l'autre. Parce qu'ils se disent, oh putain, il est en train de taper un bide, ou qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et tu sais, les gens sont pas bien. Et c'était le meilleur moyen de leur faire ressentir ce qu'était un neurone miroir. Et en fait, du coup, dans cette conférence, mais ça, je l'ai fait mais des centaines et des centaines de fois, et je me suis amusé des fois à le faire très long, tu vois, et à laisser même les gens. Et donc, j'ai eu l'occasion de venir jouer avec ce silence-là, c'est ça. parce qu'il était aussi un exercice pédagogique. Et du coup, j'ai pris un kiff de découvrir le silence. Mais je ne l'utilise pas encore assez, en tout cas pour ma part. Mais tu as joué avec, c'est-à-dire que Ouais. je pense que ce que tu dis là, c'est crucial. Il y a ce silence subi qu'on appelle le blanc, et puis ce silence choisi qu'on appelle véritablement le silence. Je crois que la langue française, parfois, met les mêmes mots sur des choses qui sont très différentes et nous empêche de voir à quel point deux concepts peuvent être très différents. Il y a d'un côté le blanc, subi, le silence, choisi, et le fait de jouer avec, comme tu l'as fait, forcément que c'est choisi. Et tu dis que tu ne l'utilises pas assez. Qu'est-ce qui te fait dire que tu l'utilises pas assez? Parce que c'est un exercice, c'est un truc hyper puissant. Okay. Et moi, je suis trop excité à vouloir partager plein de choses dans mes confs, donc je vais vite. Putain, mais il y a des moments, je sais que si je mettais le silence, je sais que j'aurais beaucoup plus d'impact. Encore plus, tu vois. Et c'est dommage, parce que du coup, des fois, à la fin, je dis putain, merde, j'ai pas donné le bon rythme, tu vois, parce que je suis trop pris dans l'excitation. Là, en plus, avec l'IA, on cherche à faire plein de choses, à montrer plein de choses en démo live et tout. Et les gens montent dans le truc. Et toi, t'es pris aussi dans ton truc, tu vois, c'est l'énergie. Mais putain, si j'arrivais aussi des fois à changer les rythmes, mais le silence, laisser les gens comprendre l'impact de ce que je suis en train de leur montrer, ça aurait encore plus d'impact. D'autant que je suis sûr que, vu le niveau que tu as atteint en matière de conférence et de prise de parole, tu dois avoir, au moment où tu t'exprimes, cette lucidité de te rendre compte que je pourrais poser le silence. Mais tu as vu, d'un côté, il y a la lucidité de se rendre compte de ce qu'on pourrait faire et puis ce qu'on vit sur le moment. Est-ce que ça t'arrive parfois de remarquer ce que tu vis, te dire « Ah, j'aurais pu » et dans ces moments où tu te dis « Voilà, le silence, je peux le poser », comment tu veux faire concrètement dans ces moments-là pour le poser? Est-ce que tu rends la parole à quelqu'un? Est-ce que tu poses une question? C'est quoi la technique qui, dans ce moment où tu te dis « Il faut que je pose un silence », te permet d'en poser dans ces conférences? Là, en tout cas, la technique en tout cas que moi j'ai à ce moment-là quand je suis en train
de changer de rythme, c'est que d'un coup, quand j'ai raté un peu ces trucs, j'ai dit, putain, mais là, je suis en train d'aller trop vite, il faut que, Ouais. tac, je ralentisse. Et là, j'ai toujours ce truc-là, j'ai dit, ah, maintenant, je vais vous parler de totalement autre chose. Et c'est la phrase que j'utilise tout le temps pour essayer de contrebalancer, de venir remettre du rythme dans ma propre conférence. Ça me fait changer aussi. Mais pourquoi? Parce que nous, on fait des successions de démo live, tu sais. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand je sens que ça part trop loin, ou tac, ou j'essaye de, tu vois, il y a ou alors, je vais venir interpeller le public. Tu vois, c'est le moment où, d'un coup, je suis parti à fond, les gens commencent à être épatés. Et là, je m'arrête et je dis, bah, attendez, commencez pas à être épatés. Parce qu'on n'a pas commencé. Et là, tu lâches le silence. Et là, voilà, ces petits trucs. Mais je crois qu'il faut vraiment que je progresse là-dessus. Mais c'est marrant parce qu'en parlant, là, j'ai encore plus l'envie Ah ouais? d'aller le faire. Là. Bah, après, c'est une question de style, hein, j'ai le sentiment, parce que moi, quand je t'écoute, je trouve ça super galvanisant, cette énergie qui est la tienne. Et je me dis qu'un silence pourrait pas forcément être super pertinent, mais je vois très bien ces moments où tu veux créer une cassure, Ouais. un changement de rythme, et forcément que ça peut être super parlant. Le silence, c'est le point que tu estimes encore avoir à travailler. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu estimes avoir énormément progressé? Je pose cette question pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a une trajectoire, qu'il y a un chemin et qu'on peut tous progresser, même s'il y a des choses dans lesquelles on n'estime pas être bon dans sa prise de parole. Et là-dedans, tu te dis, OK, maintenant, je suis devenu beaucoup plus solide. Ouais, j'ai progressé dans l'élocution, j'ai progressé dans la construction de mes discours, j'ai progressé dans l'improvisation, j'ai progressé dans l'interaction avec le public, j'ai progressé dans mes mouvements sur scène, dans ma gestuelle. Il y a encore des choses où je dois faire progresser, les silences, l'élocution trop rapide, parfois. Il y a encore des choses que je peux faire progresser, même dans la construction des conférences, dans leur adaptation au public. Il y a encore plein de choses que je peux faire progresser. OK. Mais oui, j'ai progressé dans énormément de domaines, heureusement, parce que j'ai quand même... tu vois, si tu enchaînes toutes ces conférences sans régulièrement avoir cette exigence de te reposer la question de ce que tu n'aurais pas pu ou dû mieux faire, du coup, là, je pense que tu perds vraiment... tu perds les choses, quoi. Et tu perds les choses aussi si tu es concentré que sur toi, sur ta manière de faire. La question, c'est est-ce que tu as produit l'impact? Tu peux avoir produit un truc parfait dans un domaine et la même chose ne sera pas pertinente par rapport aux gens que tu as en face, quoi. C'est vraiment un exercice. Sinon, on regarde une vidéo YouTube, quoi. C'est pas ça une conférence, quoi. Ouais. Une conférence, c'est... Et c'est ce qui fait que sur YouTube, ça marche pas très bien, une conférence en général, tu vois, parce que justement, c'est pas le moment, on n'est pas dedans. Ouais. Et j'ai une dernière question à te poser, mais je pense qu'elle va forcément faire poser d'autres questions. C'est, j'imagine que tu étais un jeune adulte quand tu as fait ta première conférence. C'est quoi ce conseil, cette chose que tu aurais aimé entendre et qui, si tu l'avais entendu, t'aurait aidé à progresser 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus vite? Cette chose qu'on t'a peut-être dite, mais à laquelle tu n'as pas consacré autant d'attention qu'elle méritait. Bref, ce conseil qui aurait fait vraiment la différence et qui, si quelqu'un qui nous regarde l'entend, peut vraiment être utile pour lui ou pour elle. Lance-toi, fais-toi plaisir. Le meilleur est à venir. Lance-toi, fais-toi plaisir. C'est génial parce que cette dimension du plaisir, et certainement que l'école ne nous apprend pas assez à la saisir, je crois qu'elle est très centrale. Et chez toi, et j'allais te demander tout à l'heure comment tu choisis les sujets qui t'intéressent, tes sujets de prédilection. J'imagine que c'est essentiellement le plaisir qui fait que tu choisis ces sujets que tu traites Ouais, je aujourd'hui. pense qu'il faut aller là où on est stimulé, là où on est excité. Tu vois, c'est marrant, on parlait de Steve Jobs tout à l'heure. Et c'est ce discours pourtant qui a été bâché, rebâché, cette citation que tu vois tout le temps, tu sais, sur Facebook, les trucs. Mais ce discours qu'il a, tu sais, il va... c'est un des seuls discours d'ailleurs qu'il fait où il lit sa feuille. Tu sais, c'est un vrai discours universitaire. Il est invité à la remise, je ne sais plus à quelle université. Et là, ce discours, il va dire aux jeunes qui sont diplômés, ils vont dire, tant que vous n'avez pas trouvé le truc qui vous passionne, continuez à chercher. Je crois que si tu as trouvé ça, si tu as trouvé le truc qui te fait vibrer, alors l'énergie que tu vas y mettre, la manière dont tu vas l'aborder, quelle que soit ensuite la difficulté, le travail qu'il va pouvoir produire, va être démultiplié par cette dimension-là. Et oui, je crois fondamentalement à cette notion du plaisir, qui est un plaisir intellectuel, mais qui est un plaisir dans le corps, qui est un plaisir vraiment de présence. Je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça et ce plaisir, il est connecté ensuite à cette capacité à atteindre l'excellence dans certains domaines, à du coup produire de la reconnaissance sociale pour ce que tu fais. Et quand tu as enclenché ces boucles-là, alors je crois que voilà, là, tu as en tout cas, je pense, un des secrets de la réussite. Super inspirant. Merci Cyril. Est-ce que, alors j'aime bien terminer comme ça, est-ce que il y a une question que tu aimerais poser pour terminer cette interview, quelque chose auquel tu pensais, peut-être en lien avec la prise de parole ou pas, comme tu veux. Te poser ? Ouais. Ah, alors si, moi j'ai une question que j'aimerais justement
en tout cas, te poser. Il y a même 2 questions. Ok. Pourquoi les gens qui viennent te voir, ça veut dire, c'est dans quel objectif? C'est quoi leur mission? Ou qu'est-ce qui les empêcherait? Ou qu'est-ce qui... Enfin, voilà, c'est quoi l'objectif qu'ils veulent atteindre? Et l'autre, quelle est finalement, c'est vrai, la chose qui, le plus fréquemment, selon toi, bloque ces gens? Ok. Première partie, qu'est-ce qu'ils veulent? Je pense que ce sont des gens qui, sur le papier, vont te dire « je veux être à l'aise, je veux me sentir bien, j'en ai marre d'avoir ce cœur qui bat, cette voix qui a du mal à se poser, qui tremble, d'avoir chaud, d'avoir le cerveau qui n'est pas clair. En fait, je veux vraiment être bien avec moi au moment où je suis devant les gens, tu vois. Et je pense que si on creuse ce qu'ils veulent aussi, et c'est tout naturel, c'est ce qu'on a dit, j'ai envie que les gens me regardent. Et quand je dis les gens, c'est ma famille, c'est mes amis. Et après, les gens que je connais pas et qui me connaissent pas, je veux qu'ils m'apprécient pour ce que je suis, de la même façon que je veux être apprécié de moi-même pour ce que je suis. Tu vois. C'est au fond une quête de la confiance en soi. Et après, on veut exister pour soi et pour les autres. Et je pense que cette quête de l'impact, c'est ça, c'est quel plaisir que de pouvoir exister et avoir un impact sur la vie des gens, de gens que je ne connais pas. Je crois que c'est peut-être ce qui donne de la continuité à notre vie, que de savoir qu'on existe aussi dans la vie de gens qu'on ne connaît pas et qui continueront à parler de nous quelque part et qui nous font vivre même au-delà de notre vie. Et la deuxième partie de la question, c'était Qu'est-ce qui les bloque? qu'est-ce qui les bloque? Je suis tenté de te répondre d'abord en parlant de toutes les craintes qu'on a tous et que je suis le premier à avoir dépassé maintenant aujourd'hui, mais que j'ai bien connu, cette peur du regard des gens. Tu vois, moi j'avais ce sentiment, je suis tout seul, il y a des gens qui me regardent, grand silence, Nicolas, on t'écoute. Mais c'était un stress terrible. La poésie du CP, du CE1, où tu passes au tableau, rien que le fait de se lever, et puis tu marches, et puis tu sais que tu vas devoir être parfait. C'était un stress horrible. Être critiqué, être jugé, c'est-à-dire que je vais parler, et puis sur YouTube, on va mettre en commentaire t'es naze. Tu vois, j'ai appris grâce à un commentaire YouTube que mes 2 narines ne sont pas droites. Et depuis, ça m'a totalement. C'est vrai? Ah ouais, je te jure, je ne connaissais pas. Et puis un jour, il y a un mec qui a dit putain, je vais pas recevoir de conseils de quelqu'un qui a le nez qui n'est pas droit. Ah bon, c'est vrai? J'ai regardé, effectivement, j'ai 2 narines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Tu es au courant que tout le monde, c'est le cas pour tout le monde? Comment? Tu es au courant que c'est le cas pour tout le monde? Ah bah, chez moi, c'est un peu plus prononcé Oui, parce que voilà. moi, je me suis amusé à regarder les autres, tu vois. Mais en réalité, c'est le cas pour tout le monde. Bah, j'ai fait une fixette. Du coup, tu m'aides là-dessus. Bah, tu vois. Voilà, il y avait ça. Et puis, les freins, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais un peu quand même, ce gros syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour être devant des gens? En quoi je suis plus qu'eux, tu vois? Et puis, je ne serai pas à la hauteur. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus impressionnants. Du coup, je vais les décevoir. Et comme je suis quelqu'un de sensible, voire d'hypersensible, je vais perdre mes moyens. Et du coup, je vais être ridicule devant les gens. Et vu que de toute façon, il y a des gens qui sont plus hauts que moi, l'autorité, j'ai du mal à la gérer, je préfère pas m'afficher. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de blocages psychologiques, de peur. Et qu'au fond, toutes ces peurs reviennent à cette peur d'être rejeté, certainement, tu vois, d'être mis de côté, d'être différent et au fond, d'être mis au banc de la société dont tu parles dans tes conférences, le groupe, et au fond, d'être exclu de ce groupe-là, quoi. Super. Ben, merci pour ce partage. Tu vois, ça me fait penser à une chose. Je me dis que, tu vois, en s'écoutant là, que tu vois, le conférencier, mais comme nous là, l'humanité, elle est pas là, elle est dans l'interaction qu'on a, elle est entre nous deux là. Ben, c'est la même chose finalement un conférencier. Un conférencier, c'est pas l'individu qui est sur scène avec toutes ses peurs. Le public qui a lui-même aussi toutes ses peurs, qu'on voit pas, mais qui a la même chose. Mais dans cette interaction qui est entre les deux. Et je trouve qu'il y a de la beauté dans tout ça. T'es ouf. Ouais, l'humain et l'humanité. Merci Cyril. Franchement, merci encore. Merci d'être venu. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci Cyril. Merci. Trop bien.